Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Bercy pour assister au séminaire NAS que la Direction Générale du Trésor co-organise avec l'Autorité de la Concurrence. Je suis vraiment ravi d'introduire ce séminaire aujourd'hui qui va viser à échanger, comme pour tous les séminaires NAS, les points de vue d'un économiste et d'un ou une juriste, un ou une économiste et un ou une juriste, sur un sujet ayant trait aux questions de concurrence. La séance d'aujourd'hui porte sur les enjeux économiques et concurrentiels qui sont soulevés par le développement de l'intelligence artificielle, à la fois dans une perspective globale, mais aussi en suivant l'exemple plus particulier du secteur des médias. L'intelligence artificielle est une technologie de rupture à usage généraliste, avec un très fort impact potentiel sur l'ensemble de l'économie, que ce soit sur l'activité, l'emploi. Plusieurs travaux récents l'ont montré, ceux de la commission sur l'intelligence artificielle coprésidée par Philippe Aguillon et Anne Bouvreau, ou encore ceux de plusieurs institutions internationales, les travaux du FMI, de l'OCDE. Côté DG Trésor, on a nous-mêmes publié un Trésor Éco qui essaye de récapituler les discussions sur les effets sur la croissance, sur l'emploi, qui montre notamment que, contrairement aux révolutions technologiques précédentes, c'est plutôt l'emploi qualifié cette fois qui est concerné. Même si les scénarios macroéconomiques sont toujours marqués par une importante incertitude sur l'impact de l'IA, l'IA a déjà des conséquences très marquées au niveau plus micro, notamment sur l'exécution de certaines tâches et la structuration des chaînes de valeur. C'est en particulier le cas dans le secteur des médias, où les effets de l'IA sur la production et la circulation des contenus soulèvent des questions d'ordre économique, on en discutera aujourd'hui, mais aussi, vous le verrez, des questions d'ordre sociétal et démocratique. On pense par exemple au phénomène des fake news, et je crois que le moment est bien choisi avec la campagne américaine où on est bien servi en termes d'exemple pour discuter de ces sujets. Enfin, l'arrivée de l'IA s'inscrit dans un cadre complexe marqué par la domination, vous le savez, des géants du numérique. Ça soulève d'importantes questions concurrentielles, aussi bien en matière de répartition des gains économiques le long de la chaîne de valeur de l'IA qu'en termes d'obstacles à la diffusion de l'IA dans l'économie. Alors que cette diffusion, qui générera la plupart des gains c'est cette diffusion qui va générer la plupart des gains de productivité. Ces questions étaient, comme vous le savez certainement, au cœur de l'avis rendu par l'autorité de la concurrence sur l'IA générative juin dernier. Et c'est pour ça que je suis particulièrement heureux qu'on ait aujourd'hui aussi la chance d'accueillir Jan Guntman, le chef du service de l'économie numérique à l'autorité de la concurrence, qui a travaillé sur le rapport en question et en présentera les principaux enseignements. Il modérera ensuite le débat entre nos deux intervenants, Juliette Théry, membre du collège de l'ARCOM, Xavier Lambin, professeur d'économie à l'ESSEC. Nous donnerons bien évidemment le temps, la parole au public pour qu'il pose ses questions aux intervenants en fin de séminaire. Donc vous pourrez poser vos questions. Je vois que vous êtes très nombreux. Je suis vraiment ravi de laisser la place à ce séminaire. Yann, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La technique marche. Fabuleux, et puis on est très impressionné de voir cette salle remplie pour parler d'un petit sujet à l'ordre du jour qui, même s'il a pris tout le monde un peu de court en 2022 avec l'apparition de ChatGPT, remonte son inception aux années 40 avec le début un peu de l'informatique théorique, notamment la machine de Turing, et le premier programme informatique qui a joué aux dames en 1950. Donc voilà, ça ne nous rajeunit pas, mais la grande révolution, c'est un peu l'intelligence artificielle générative, qui s'inscrit dans cette intelligence artificielle générale. Et pour juste donner une définition, pour poser le débat, donc l'intelligence artificielle désigne tout outil utilisé par une machine afin de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Donc c'est la dernière définition du Parlement européen. Il y a énormément de définitions qui traînent, mais voilà, pour poser un peu le cadre. Et au niveau de l'IA générative, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'elle génère du contenu nouveau à partir des pré-entraînements. Au niveau de l'organisation du séminaire, donc, comme ça a été dit, je vais vous présenter rapidement le rapport qui a été publié par l'autorité en juin, donc une dizaine de minutes. Et ensuite s'ouvrira un débat, j'espère, de qualité, en tout cas avec des intervenants de qualité, qu'on a divisé en deux parties. Une première partie sur l'IA comme innovation de rupture, quel impact sur les modèles d'affaires, sur le marché de travail. Et une seconde partie, l'IA comme nouvel acteur économique, enjeu sur la chaîne de valeur et sur le rapport aux technologies de l'information. Concernant donc, en 10 minutes, assez bref, mais après, si vous voulez approfondir le sujet, donc le rapport de l'autorité est disponible en ligne et fait une centaine de pages.
Donc l'IA, notamment l'IA générative, est une priorité croissante des pouvoirs publics. Donc il y a eu quelques mentions de toutes les initiatives qu'il y a en France. On peut nommer la Stratégie nationale pour l'IA, la Commission pour l'IA. Au niveau de l'Europe, on a l'IA Act, mais on a également le DMA, le Data Act, qui ont un impact sur l'IA. Et au niveau mondial, c'est une priorité du G7. Il y a notamment la déclaration de Bletchley et il y a de nombreux sommets sur l'IA qui sont consacrés notamment à la sécurité de l'IA. Et le prochain doit se tenir en France en février 2025. Donc l'autorité s'est inscrite dans ce paysage et a voulu analyser un peu, apporter un éclairage sur le fonctionnement de l'IA générative. Et donc normalement, premier slide. Tout d'abord pour poser un peu la chaîne de valeur de l'IA générative. Donc on a fait un très beau schéma. Au cœur de cette chaîne de valeur, donc c'est tout ce qui est la modélisation, c'est les développeurs de modèles, donc c'est ceux qui vont créer ces large language models, grands modèles de langage, donc les LLM. Le plus connu étant celui d'OpenAI, donc ChatGPT, donc 3.5 quand il a pris tout le monde par surprise en novembre 2022, et maintenant on est à la version 4.0. On peut nommer Gemini de Google ou tous les modèles Mistral de Mistral AI. Donc ça c'est vraiment le cœur de la chaîne de valeur. À l'aval, il y a tout ce qu'on y est le déploiement de ces modèles dans des applications. Donc, c'est toutes les applications que vous allez trouver où on va trouver de l'IA. Donc, on peut penser aux moteurs de recherche qui peuvent être augmentés par l'IA. On peut penser à ChatGPT, qui est une application d'IA, ou l'équivalent de Mistral, qui s'appelle le chat. Et en amont de cette chaîne de valeur, il y a tout ce qui est l'infrastructure nécessaire pour faire tourner ces large language models. Donc, on a identifié 3 ingrédients clés qui sont nécessaires. D'une part, tout ce qui est la puissance de calcul, donc pour faire tourner la puissance nécessaire, souvent informatique. Donc, c'est le matériel informatique, notamment les GPU, donc les cartes graphiques, où NVIDIA a une position très importante sur le marché, et ce qui lui a permis de faire partie maintenant du top 5 des capitalisations boursières mondiales. Et cette puissance de calcul, soit on l'installe en propre en achetant soi-même ces GPU, soit on peut passer par le cloud, notamment pour accéder à cette puissance de calcul. Ensuite, on a besoin de données pour entraîner ces modèles. En fait, c'est là où est la révolution de l'IA générative. Donc, on entraîne ces grands modèles sur un énorme volume de données. Donc, il y a un besoin toujours plus croissant de données. Et enfin, on a besoin de talent pour pouvoir faire tourner ces modèles et pouvoir les concevoir. Et actuellement, ce pool de talent en fait, est assez limité parce qu'il faut avoir travaillé précédemment sur un modèle pour pouvoir être en mesure d'en fabriquer un. Donc, on voit que, par exemple, les fabricants, les fondateurs de Mistral sont d'anciens d'OpenAI et de Google. Donc, l'autorité s'est principalement concentrée sur l'amont de la chaîne de valeur, donc, dans notre étude, pour plusieurs raisons pratiques. D'une part, on voulait rendre cette étude rapidement. L'IA est une technologie de rupture où l'innovation va très vite. Et donc, on ne pouvait pas se permettre de mettre 18 mois, comme on fait d'habitude pour une étude sectorielle très poussée, très approfondie. Donc, celle-ci a été réalisée en seulement 5 mois. Qui dit 5 mois en étude dit qu'il faut faire des choix. Et donc, on s'est concentré sur l'amont de la chaîne de valeur, vu que c'est là où on retrouve les principaux suspects des géants du numérique qui peuvent avoir des positions importantes. Au niveau de l'amont de la chaîne de valeur, l'autorité a identifié que chaque ingrédient dont je vous ai parlé peut constituer une barrière à l'entrée pour les nouveaux entrants et que ces barrières à l'entrée sont élevées. On a besoin d'une forte puissance de calcul, on a besoin de beaucoup de données et les talents sont en quantité limitée ou assez rares. Et actuellement, leurs rémunérations sont à des niveaux qui sont affolants. Toutefois, on a identifié certains facteurs susceptibles de limiter ces barrières à l'entrée, notamment au niveau de la puissance de calcul. Il y a des recours à des ressources publiques via des supercalculateurs publics. Donc en France, on a le supercalculateur Jean Zay et il y a des supercalculateurs au niveau européen. Il y a des innovations technologiques qui ont tendance à réduire la taille des modèles et donc à réduire le besoin de données d'entraînement, couplé éventuellement à plein de développements sur tout ce qui est données synthétiques, c'est des données générées par des modèles de langage qui permettront d'entraîner d'autres modèles de langage. Donc ça pose certaines questions pratiques, mais c'est un champ de recherche. Et enfin, au niveau des modèles, ces derniers peuvent être disponibles de 2 manières, soit de manière propriétaire, donc c'est fermé, ça appartient à l'entreprise et on y accède généralement via une application, une API. Mais d'autres acteurs, en fait, publient leurs modèles dans un format ouvert, ce qu'on appelle l'open weight, ou les paramètres ouverts, où ils mettent à disposition en fait, tous les paramètres du modèle. Et tout à chacun, après, peut réutiliser ce modèle de lui-même
généralement pour l'ajuster, ou le fine-tuning en anglais, et faire ses propres applications. Et parmi les principaux producteurs de modèles ouverts, on peut citer Meta avec sa gamme Llama, Mistral aussi, certains de ces modèles sont ouverts, ou Anthropic. Ensuite, après toute cette première partie sur les barrières à l'entrée, on a une deuxième partie sur les avantages de certains acteurs liés à leur activité sur d'autres marchés. C'est là où on s'intéresse en fait aux géants du numérique et via leur présence sur de nombreux marchés, ils ont un accès privilégié aux entrants. Ils ont un accès facilité à la puissance de calcul, un accès privilégié à un large volume de données et ils sont en mesure d'attirer un grand nombre de talents. Et dû à leur intégration verticale et conglomérale, en fait, on voit qu'ils sont présents sur l'ensemble ou presque de la chaîne de valeur, ce qui leur donne des économies d'échelle, de gamme et d'effets de réseau. Et donc là, vous avez un très beau schéma qu'on a fait où on voit que parmi les géants du numérique, Google et Microsoft, en fait, sont les deux qui sont vraiment présents à tous les maillons de la chaîne de valeur. Du plus bas donc, à la création de puces. Donc, Google produit ses propres TPU. Microsoft a aussi une gamme de puces qui s'appelle Maya. Également les données, ils ont les index de recherche, ils ont leurs services de cloud. Google et Microsoft font partie de ce qu'on appelle les hyperscalers, donc les trois grands fournisseurs de cloud, notamment avec AWS, qui ont une position importante sur le marché du cloud en France, mais aussi en Europe et au niveau mondial. Et ils développent aussi leur modèle d'IA, donc Google en propre, Microsoft développe aussi ses propres modèles, mais un partenariat privilégié avec OpenAI. Et enfin, ils ont énormément de services d'application où ils sont déjà en train de mettre en œuvre l'IA. Donc Google, on peut noter Gemini dans la fonction Search, et Microsoft, l'addition de Copilot dans sa suite, notamment Office. Ensuite, il y a une avant-dernière partie où on s'intéresse à tous les risques concurrentiels possibles dans le secteur de l'IA générative au niveau de l'amont. Donc, je vais aller quand même assez vite parce que c'est des risques plutôt théoriques, parce qu'on est dans le cadre d'un avis. Donc, on identifie tous les pratiques potentielles pour arriver en présentant des cas d'usage. Donc, il y a tout ce qui est risque d'abus, notamment au fait que certains acteurs ont des positions dominantes sur des marchés connexes. Il y a des risques liés à la main-d'œuvre qualifiée, il y a des risques liés aux modèles en accès libre. On fait un parallèle notamment avec l'affaire Google Android. Ce n'est pas parce qu'un modèle est ouvert qu'il ne permet pas potentiellement de mettre en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Il y a des risques liés à la présence d'entreprises sur plusieurs marchés distincts en amont, mais aussi en aval, où on voit l'intégration d'outils d'IA générative sur certains supports comme les smartphones peuvent susciter des inquiétudes. On a un exemple avec l'accord entre Google et Samsung. Et on peut citer également des risques de collusion. Il y a également des développements sur tout ce qui est les prises de participation minoritaires. Donc on voit que les grandes entreprises numériques investissent beaucoup et diversifient leur investissement dans énormément de start-up. Et donc on voit là, on a fait le travail avec seulement 6 grandes entreprises. On voit qu'elles investissent dans... Donc on avait listé à droite, c'était des entreprises jugées comme importantes en termes de start-up. La liste n'est pas du tout exhaustive, mais on s'était basé sur un peu un premier jet qui avait été fourni par France Digital notamment. Et on voit aussi ce qui est surprenant, c'est que plusieurs entreprises, donc des géants numériques, investissent dans les mêmes startups. L'exemple le plus frappant étant Alphabet et Amazon, qui ont tous les deux investi dans Anthropic à hauteur de plusieurs milliards de dollars chacun. Et donc c'est quelque chose que les autorités de concurrence surveillent de près. Pour finir cette présentation rapide de notre avis et ensuite pouvoir laisser la parole aux deux intervenants, l'autorité formule 10 recommandations à destination des différents acteurs de l'IA pour essayer d'améliorer le fonctionnement concurrentiel. Il y a notamment des propositions pour rendre plus efficace le cadre réglementaire applicable au secteur. Et on fait notamment une recommandation à la DG Comp pour mettre en œuvre ses pouvoirs au titre du NEMA pour essayer de voir si les plateformes de mise à disposition des modèles dans le cloud, ce qu'on appelle Model as a Service ou MaaS, c'est Amazon Bedrock par exemple ou Google Vertex, ne pourraient pas constituer par exemple des Core Platform Services au sens du DMA. Google, Amazon, Microsoft sont déjà désignés comme gatekeepers, contrôleurs d'accès pour d'autres services. Et les services cloud font partie des services potentiels, donc la liste des 10 services, qui pourraient être désignés comme services de plateforme essentiels. On fait également une recommandation au futur bureau de l'IA pour que la mise en œuvre de l'IA Hack ne se fasse pas au détriment de la concurrence et pénalise injustement les modèles ouverts ou les petits acteurs.
Alors, attendez, parce qu'on a beaucoup de propositions. On fait des propositions à destination de la puissance publique, notamment pour développer l'accès à la puissance de calcul. Donc on insiste sur le fait que les supercalculateurs, c'est très bien, qu'il faut développer parce que les besoins en puissance de calcul sont croissants et qu'il pourrait réfléchir aussi à mettre en œuvre. Donc pour l'instant, les besoins en puissance de calcul sont principalement pour la phase d'entraînement, mais qu'il pourrait aussi y avoir des besoins en inférence. C'est la phase en fait continue où le modèle répond aux requêtes. On fait des recommandations sur la valeur économique des données. On fait des développements pour dire que la même donnée, suivant son usage, qu'elle est utilisée soit pour le pré-entraînement, soit pour le grounding, l'ancrage du modèle dans la réalité, n'aurait potentiellement pas la même valeur et qu'il faut bien distinguer les cas d'usage. Et enfin, la dernière recommandation vise à assurer une meilleure transparence sur les prises de participation des gens du numérique, avec notamment une possibilité d'information par les gens du numérique lorsqu'ils font des prises de participation minoritaires dans certains secteurs clés, dont l'IA. Donc voilà, je vous ai présenté très rapidement cet avis, j'ai tenu. Voilà, et pour laisser la place maintenant aux deux stars de la matinée. Donc première partie, donc l'IA comme innovation de rupture, quel impact sur les modèles d'affaires et sur le marché de travail? Xavier, il me semble que c'est toi qui commençais à parler. Effectivement, c'est moi qui ai l'honneur de commencer. Hop, merci. Merci beaucoup pour cette introduction à la fois enthousiasmante et peut-être inquiétante aussi. On sent bien qu'on est pris dans un mouvement très rapide. On ne sait pas trop où ça va nous mener. La question qu'on se pose tous, c'est où est-ce que ça va s'arrêter? Plus proche, pardon. Ouais. Alors, pour essayer de répondre à cette question, on n'a pas tellement de solutions. En fait, on a essentiellement deux solutions. La première, c'est d'essayer de trouver des parallèles dans l'histoire, essayer de tirer des enseignements là-dessus. Et la science économique s'est développée par rapport à l'existant. Okay, on a développé la théorie. Et on peut essayer de récupérer un peu des éléments qu'on va pouvoir peut-être réappliquer à cette nouvelle révolution qui arrive. Une deuxième possibilité, ce serait de quand même regarder ce qui s'est passé très récemment. Il y a quand même quelques études qui font vraiment de l'analyse ex post de l'arrivée de l'IA sur le marché du travail, sur différents éléments. Et donc je vous propose effectivement d'essayer de voir ce qu'on sait déjà ou ce qu'on peut déjà se permettre de supposer. Alors je vais faire un petit retour en arrière, presque 150 ans en arrière. Donc sur cette image, certains reconnaîtront peut-être Thomas Edison. Donc en 1879, dans son laboratoire près de New York, une lampe à incandescence s'est allumée. Ce jour-là, je pense que le monde a su que tout allait changer. Est-ce que pour autant tout a changé du jour au lendemain? Absolument pas. Pourquoi? Parce que la lampe à incandescence en elle-même, c'est juste une solution de remplacement. C'est juste une solution qui va permettre de faire effectivement plutôt mieux, plutôt plus efficacement, plutôt moins cher, quelque chose qui existait déjà. Donc en l'occurrence, le bec de gaz dans les rues de Manhattan. Et effectivement, pour avoir une vraie révolution, il a fallu attendre un certain moment. Ici, sur ce graphe, vous voyez le taux de pénétration de l'électricité dans les foyers américains, c'est les lignes solides noires, et le taux de pénétration de l'électricité dans l'industrie, c'est les lignes pointillées. Et ce qui est intéressant, c'est l'axe des X, où on peut voir que pendant 10 ans, il ne s'est à peu près rien passé. Et pour avoir effectivement un effet substantiel sur nos économies et sur notre vie réelle, il a fallu attendre 30, 40, 50 ans. Et pourquoi est-ce que ça s'est développé? Pas tellement parce que ces technologies se sont arrêtées juste à remplacer l'existant. Remplacer le bec de gaz, c'était effectivement une invention majeure, mais ce n'est pas une révolution. Remplacer la machine à vapeur dans les usines, idem, c'est une amélioration à la marge, mais ce n'est pas si fondamental que ça. La raison pour laquelle il y a eu un changement fondamental, c'est qu'il y a eu des applications. C'est-à-dire qu'il y a eu des innovations qui sont venues se calquer sur ces innovations et qui ont permis de créer leurs nouvelles demandes. Donc dans le cas de l'électricité, dans les foyers, c'est donc l'électroménager qui a rendu, du coup, qui a donné une raison d'être à l'électricité et qui a créé sa propre demande et qui a donc poussé à un développement de la diffusion d'électricité. Dans le cas des usines, c'est la capacité en fait des moteurs électriques à décentraliser la production. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une centrale vapeur au milieu de l'usine avec un arbre de transmission autour duquel tout va venir s'organiser, donc tout l'appareil productif vient se centraliser vraiment au cœur de l'usine avec les tâches à forte valeur ajoutée, les tâches qui avaient besoin de travail mécanique très proche de cette centrale à vapeur, et ensuite on essayait de distribuer comme on pouvait dans l'usine. Là, on a pu repenser complètement la façon de produire au sein d'une usine avec des moyens décentralisés, donc des petits moteurs qu'on allume juste en mode plug and play, plutôt que d'avoir cette énorme centrale à vapeur qui tourne parfois presque pour rien.
Donc c'est pour ça qu'il y a eu cette révolution. Ce n'est pas tellement le remplacement qui a été proposé initialement, mais c'est les applications qui sont arrivées là-dessus. Donc je pense qu'à vraiment, quand on se replace dans la tête de Thomas Edison, on savait que tout allait changer, mais prévoir exactement comment ça allait changer, c'était pas quelque chose d'évident à l'époque. Au cœur de tout ça, effectivement, il y a l'innovation. L'innovation, ça prend du temps. C'est le point que je voulais faire ici. Pour l'instant, l'IA n'a pas changé grand-chose. Il y a de fortes chances qu'on se retrouve à nouveau dans ce paradoxe bien connu qui a été formalisé par Robert Solow, le paradoxe de la productivité. Une autre révolution, pas celle de l'électricité, mais bien celle des technologies de l'information, qui est arrivée à partir des années 70. C'était une révolution qui devait nous aider à être plus productifs. L'ordinateur, il est là pour nous aider à faire des calculs plus rapides, plus fiables, de manière bien moins onéreuse. Donc on pensait avoir dans les statistiques un boom de productivité. Et donc cette citation, elle est assez célèbre. On voit les ordinateurs partout. Les ordinateurs, à l'époque, c'était comme l'IA d'aujourd'hui, c'était le buzzword dont tout le monde parlait. On les voit partout, sauf dans les statistiques de productivité. Qu'est-ce qui s'est passé sur la productivité? Absolument rien, ou en tout cas pas grand-chose. Ça a été le cas dans le cas de l'électricité. Donc là, sur ce graphe, vous avez superposé, donc l'axe des X, on en a superposé les deux périodes qui correspondent à la révolution électrique et la révolution des technologies de l'information. Et ce qui est représenté ici, c'est la productivité, enfin les gains de productivité du travail aux États-Unis. Donc tout à fait à gauche du graphe, c'est l'arrivée de la nouvelle technologie. Qu'est-ce qu'on voit? Pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Pendant assez longtemps, en fait, la productivité elle a stagné, et c'est seulement au bout de 30-40 ans que la productivité a fortement augmenté. Donc là, ça revient à mon point précédent. C'est grâce aux innovations qui sont venues se calquer sur l'existant qu'on a eu cette révolution, et on peut s'attendre à la même chose en IA. Alors, cette révolution, évidemment, elle pose des questions assez fondamentales. À chaque fois qu'il y a une nouvelle innovation susceptible d'automatiser, de rendre plus efficace, on se pose la question, quid de l'emploi? Est-ce que l'emploi va perdurer? Est-ce qu'on va continuer à travailler dans nos sociétés? Sur le graphe de gauche, vous avez une représentation d'une révolte qui a marqué son temps, les Luddites au Royaume-Uni. Donc les Luddites, c'était des ouvriers qui ont vu arriver le métier à tisser dans leur usine. Le métier à tisser permettait de rendre leur travail 10 fois, 100 fois plus efficace, autrement dit, de les mettre au chômage. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des révoltes dans toute l'Angleterre pendant plusieurs années, qui consistaient, donc les travailleurs allaient dans l'usine pour aller tout simplement casser l'appareil productif, dans l'espoir de retrouver leur emploi. Alors, cette révolte, elle a été matée dans le sang, donc j'espère que pour l'IA, déjà, il n'y aura probablement peut-être pas de révolte, j'espère que ce ne sera pas maté dans le sang, mais en tout cas... Ça reflète bien une crainte, effectivement, de changements fondamentaux, changements sociétaux, dont on aurait peine à maîtriser les conséquences. Bon, après, je pourrais faire la litanie des évolutions. Elles sont toujours accompagnées par une crainte de remplacement. Donc là, c'est la machine à calculer sur la droite, mais on a ensuite l'ordinateur, etc. Alors, on aurait pu penser qu'OpenAI soit un peu rassurant, avec le coup de pied dans la fourmilière qu'ils ont mis en novembre 2022, en nous disant que oui, non, c'est juste, ça vient nous aider à être plus performants, etc. Bon, là, vous avez une citation assez implacable de Mira Murati, qui est la CTO de OpenAI, qui risque de doucher nos espoirs. Certains emplois créatifs vont peut-être disparaître, mais peut-être qu'ils n'auraient jamais dû exister, tout simplement. On est très clairement dans le paradigme où effectivement, là au moins il y a le mérite de l'honnêteté, le paradigme où on risque d'avoir une substitution du travail par la machine. Alors, pour essayer d'avoir un éclairage un peu plus mesuré, de comprendre un peu mieux les mécanismes possibles derrière cette conclusion, je vous propose de revenir au bon vieux diagramme d'offre-demande. On est au séminaire de NAS en l'hommage de quelqu'un qui a fait beaucoup pour la science économique, donc je me disais il faut qu'il y ait un graphe d'offre et de demande, voilà, donc je vous l'impose. Donc voici le marché du travail, avec donc, les prix en fonction des quantités. La demande de travail va effectivement diminuer en fonction des salaires. Si les salaires sont très élevés, j'emploie peu de monde. Si les salaires sont bas, j'emploie beaucoup de monde. La courbe d'offre augmente. Si les salaires sont bas, il n'y a pas grand monde qui est disposé à fournir sa force de travail sur les marchés. En revanche, si le prix est élevé, il y aura plus d'offres. Et donc ça donne lieu à un équilibre offre-demande et donc un prix et une quantité de travail. Le premier scénario, celui qu'on craint un petit peu, c'est celui où l'IA serait un pur substitut du travail humain. Donc c'est vraiment substitut au sens économique, c'est-à-dire si je consomme plus d'un certain bien, je consomme moins de l'autre. Donc effectivement, si une partie de la demande se voit allouée à l'IA, plutôt qu'au travail humain, la demande résiduelle qui est attribuée au travail humain diminue, et dans ces cas-là, très mécaniquement, on aura une baisse de salaire, une baisse de l'emploi. Ça, c'est assez implacable. Après, il n'y a pas que ce scénario, heureusement.
l'IA, ça peut aussi être un complément du travail humain. C'est-à-dire que plutôt que de remplacer les gens, peut-être qu'ils vont pouvoir faire des nouvelles choses, faire de l'innovation, faire des nouveaux services. On peut, par exemple, pour essayer de fixer un peu les idées, on peut citer l'IA qui aide aux diagnostics médicaux. Okay, donc certes, ils peuvent remplacer le médecin, mais bien souvent, en fait, ils sont plutôt meilleurs que le médecin pour identifier certaines pathologies, identifier certains remèdes. On peut aussi envisager que l'IA va tout simplement permettre de curer d'autres maladies. Okay, donc dans ce cas-là, mécaniquement, la demande qui va pour le système de santé va plutôt augmenter. Donc dans ce cas-là, on aura à l'inverse une augmentation des salaires et une augmentation des quantités, c'est-à-dire une augmentation de l'emploi dans nos sociétés. Alors, lequel des deux effets va gagner ou perdre, hein, puisque c'est ça la question qui nous intéresse. Alors déjà, quel est le scope, hein, quels sont les métiers concernés? Alors là, ouais, je m'excuse parce que je pense que vous ne pouvez pas voir vraiment l'axe des X. Ça, c'est donc OpenAI qui, en faisant un peu la pub de son nouveau GPT 4.0, qui en fait a fait jouer ses algorithmes. Enfin, il a fait passer des examens à ces algorithmes, des vrais examens passés par des humains, du niveau lycée, début ou fin même d'université. Et sur l'axe des Y, c'est le taux de performance de l'algorithme. Donc en bleu, c'est ChatGPT 3.5, hein, c'est celui qui a été lancé en 2022. Et en vert, ce sera 4.0. Et donc sur l'axe des X, si vous êtes à 100%, ça veut dire que vous battez tous les humains qui ont passé effectivement le test. Si vous êtes à 0%, vous êtes le dernier de la classe. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que sur le 3.5, donc là, vous n'avez pas l'axe des X vraiment, mais c'était surtout des matières un peu littéraires, okay, ou potentiellement d'une complexité, c'est-à-dire d'un niveau scolaire un peu plus bas. Et sur la gauche, effectivement, le 3.5 avait du mal avec tout ce qui était calculatoire ou les systèmes un peu complexes, comme par exemple les sciences juridiques. Okay. Et quand on est passé à 4.0, pardon, on a eu effectivement des gros progrès sur la gauche de ce graphe qui nous emmènent effectivement sur des thématiques soit très calculatoires, très formelles, pardon, qui était avant chasse gardée des humains, ou aussi dans le cas du barreau, hein, donc là où il y a la grosse barre verte, hein, c'est le barreau américain. Hein, quand vous devenez avocat aux États-Unis, vous devez passer un examen de barreau. Bon bah voilà, l'IA avant c'était dans les 10% les moins bons, maintenant c'est dans les 10% les meilleurs. Okay, donc effectivement, de plus en plus de pans de la société, surtout chez les cols blancs, hein, surtout dans le travail de bureau, va être concerné positivement ou négativement. Un autre rapport que j'ai trouvé intéressant, donc c'est coautoré entre des chercheurs d'OpenAI et des chercheurs académiques. Donc là, c'est une analyse ex ante de ce qui va pouvoir se passer, en analysant vraiment les secteurs et comment la richesse est produite aux États-Unis. Avec les LLM, donc les grands modèles de langage, 15% des tâches de l'ensemble de la valeur ajoutée américaine pourraient être faites de manière plus rapide par les algorithmes. Et 20% des travailleurs, donc il y a beaucoup d'hétérogénéité, 20% des travailleurs pourraient avoir au moins la moitié de leurs tâches affectées. Donc on a potentiellement un effet extrêmement fort. Mais 15%, ce n'est jamais que 15%. Si on ajoute les applications, rappelez-vous ces innovations qui sont arrivées pour se calquer sur l'électricité, sur l'informatique, là on arrive à 50% de l'économie américaine qui se voit potentiellement affectée par les LLM. Okay. Et donc surtout dans les métiers de l'information. Donc, un impact potentiellement significatif. Alors, pour essayer de répondre à cette question, est-ce qu'on est plutôt sur de la substitution ou de la complémentarité entre l'IA et l'homme? Donc, il y a quelques études très rares pour l'instant, essentiellement dans des cadres expérimentaux. Je vais noter celle-ci parce que ce n'est pas un cadre expérimental, c'est l'étude d'une vraie plateforme. Donc, ça, c'est Upwork. Donc, c'est une plateforme d'intermédiation entre les entreprises qui ont des besoins ponctuels en data science et des freelancers qui viennent proposer leur travail de manière plutôt temporaire. Donc dans tous les domaines en fait, de la bureautique, tout ce qui peut se faire en fait, à la maison. Donc il n'y a pas que la data science, la traduction, etc. Bon, ils observent que les domaines les plus affectés, comme on aurait pu s'y attendre, par l'arrivée de ChatGPT, Midjourney, DALL-E, ça va être la traduction, l'édition de texte, ça va être la création d'images qui a été fortement affectée par Midjourney par exemple. Ils sont effectivement négativement touchés. C'est-à-dire que ces domaines-là, spécifiquement après l'arrivée de ChatGPT et consorts, ils ont vu le tarif horaire moyen plutôt diminuer et le nombre d'heures travaillées plutôt diminuer. Okay. Et aussi, on a un effet un peu intéressant, c'est que les freelancers les plus productifs sont les plus touchés. C'est-à-dire qu'il y a un peu un phénomène de rattrapage où les moins bons arrivent à rattraper un peu les meilleurs. Ça, c'est plutôt quand même plutôt une bonne nouvelle, probablement. Du coup,
Quelles sont les conséquences sur l'emploi? Alors là, je vais reprendre un peu la terminologie d'Aaron Acemoglu, professeur au MIT, qui a un franc-parler assez intéressant et qui a une pensée généralement assez limpide. Voilà, il fait la distinction entre une mauvaise automatisation par l'IA et une bonne automatisation par l'IA ou les algorithmes. La mauvaise automatisation a tendance à surautomatiser et juste remplacer l'existant. Ça, c'est plutôt pour lui une mauvaise automatisation parce qu'en général, ça remplace des tâches relativement peu productives et ça met surtout des gens au chômage. Là, et ensuite, il y a la bonne automatisation, c'est celle qui fait de l'innovation, qui crée des nouveaux produits, qui crée de la nouvelle valeur et qui, au contraire, va du coup créer de l'activité. Donc la grosse question, c'est dans quel domaine on est actuellement et où est-ce qu'on va. Pour l'instant, effectivement, on est plutôt dans le paradigme 1 avec plutôt de la substitution, c'est-à-dire l'IA qui vient remplacer l'emploi. Mais ce n'est pas si étonnant que ça, parce que vous l'avez vu dans le cas de l'électricité, le cas de l'informatique, au début, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est quand il y a eu l'innovation qui est venue se calquer là-dessus qu'on a eu vraiment des effets de la bonne automatisation, enfin en tout cas de la bonne innovation qui crée de l'emploi. Donc c'est pour ça que les propos liminaires de Yann étaient assez intéressants et aussi à mon sens un peu inquiétants, parce que cette concentration qu'on voit arriver sur les marchés, bon, c'est inquiétant certes pour le prix final au consommateur, mais c'est aussi inquiétant pour la dynamique d'innovation. Et on a besoin d'innovation pour arriver dans la bonne automatisation qu'on espère tous voir venir. Pour ces premiers propos, plutôt optimiste, mais effectivement, l'innovation est au cœur de mon optimisme. Est-ce que j'attends que Yann me donne officiellement la parole ou j'ai le droit d'y aller? Donc, je n'ai pas de slide et je vous promets une chose, c'est que mon texte n'a pas été généré par IA. J'y ai pensé, mais je me suis dit non. Il me reste un peu de déontologie. Et donc, quand j'ai réfléchi au sujet sur l'impact de l'IA sur le modèle d'affaires, je me suis dit peut-être que le plus simple, ce serait déjà de commencer par définir ce qu'est le modèle d'affaires des médias. Parce que, en réalité, c'est pas forcément toujours clair, et je dois dire que quand je suis arrivée à l'Arcom, je n'arrivais pas vraiment à distinguer très clairement YouTube, Google, de Prime Video, Amazon. Donc en fait, de quoi s'agit-il exactement? En fait, l'activité d'édition, donc c'est vraiment le cœur de l'activité média, l'activité d'édition, c'est le fait de sélectionner, de financer des contenus. Alors, soit produits en interne, soit achetés à l'extérieur, ou même préachetés. Alors, ce n'est pas complètement trivial, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les contenus sont contrôlés par le média, et d'ailleurs, ça engendre une responsabilité renforcée dont on a beaucoup à connaître à l'Arcom. Il s'agit donc, la deuxième chose aussi, c'est que ce financement donc induit des investissements qui sont d'une toute autre nature que ceux qui pourraient des contenus qui sont hébergés par une plateforme comme YouTube, par exemple. Donc la réponse, c'est que YouTube est une activité d'hébergement et pas du tout d'édition. Et donc ce financement induit une prise de risque qui est complètement différente de l'activité des sociétés qu'on appelle, et des activités qui appartiennent quant à elles aux sociétés de l'information, comme les désigne la directive e-commerce. Et donc, ça veut dire quoi cet investissement? Ça veut dire donc une prise de risque pour répondre à une demande qui est très difficile de connaître avant tout essai, et une offre éditorialisée qui répond à une marque particulière, une marque d'édition. Lorsque vous allez voir France Télévisions, vous n'avez pas forcément les mêmes attentes que lorsque vous allez voir un contenu proposé par Canal, par exemple. Donc, ça veut dire que donc, les contenus, en plus, sont des purs prototypes, notamment les contenus d'information, les contenus culturels. Vous ne pouvez pas les reproduire. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est poubelle. Et même si vous avez consacré des gros investissements à la production de ces contenus, et c'est une industrie de coût fixe. Donc vous voyez bien que les modèles d'affaires et de prise de risque sont complètement différents, avec une activité qui, quant à elle, concerne une activité d'hébergement de contenu. Et l'hébergement de contenu, c'est quoi? C'est juste héberger des contenus qui sont financés par d'autres éditeurs ou par d'autres personnes, par des influenceurs, quoi qu'il en soit. Vous n'êtes absolument pas concerné par les investissements sur les contenus. Vos investissements sont technologiques. Et donc, ça engendre donc une première question pour les médias, parce que l'activité média est véritablement d'avoir un lien éditorial avec un public
intéressés par cette offre éditoriale. Il s'agit plutôt d'une activité d'offre que d'une activité de réponse directement à toute forme de demande. Et s'agissant des hébergeurs, là c'est complètement différent et on voit bien que les évolutions d'usage sont liées à ça. C'est de répondre à tout type de demande, quelle que soit la demande. J'essaie d'avoir le maximum de contenu qui puisse attraire, donc c'est vraiment une logique d'accumulation et pas de sélection, qui puisse attraire le maximum de contenu pour répondre à quelle que soit la demande, quelle que soit la génération, quelle que soit... voilà. Et donc, ça inscrit, disons, dans le paysage numérique, donc l'offre médiatique, encore une fois, est différente. Alors, pour Amazon, la réponse, c'est Prime Video finance lui-même ses contenus, et c'est bien une activité d'édition, média culturel, voilà. Alors, et c'est ce lien, en fait, de lien entre l'activité média et son public, qui pose difficulté lorsque l'on parle d'IA et lorsque l'on pense IA. Alors, il y a une chose très simple, c'est qu'on voit dans le secteur des médias qu'il y a de plus en plus de rapports sur ce sujet, et que tous les rapports interrogent justement cette question du lien. Alors, sur les rapports, je vais vous les citer vite fait. Il y a d'abord une mission IA qui est en cours à l'ARCOM et qui est destinée vraiment à cartographier à la fois les innovations, ça a été dit, et les changements pour le secteur et en tirer les conclusions pour notre régulation. Il y a aussi des études plus récentes, donc à la fois donc à l'international ou national, donc Paris BIOUF, par exemple, pour le journalisme. En quoi peut-on avoir un journalisme de confiance à l'ère de l'IA générative ? Je vous l'invite à les lire, elle est très intéressante. Ofcom, un rapport sur l'IA, Ofcom, donc notre homologue anglais dans le secteur des médias, au mois de mars, tout ça juste pour l'année 2024. Reuters, bien sûr, pour le journalisme. L'INA, qui a interrogé les chartes de déontologie des médias à l'heure de l'IA. Un rapport de l'ARCEP très intéressant aussi. Et enfin, une étude CNC sur les produits culturels et l'IA. Donc c'est vraiment cette économie du lien qui est interrogée, qui l'a toujours été, mais qui l'est encore davantage lorsque l'on pense à l'IA sous ses dernières évolutions, c'est-à-dire d'une part l'IA générative et d'autre part l'IA comme développement des agents conversationnels. Alors la deuxième chose, et ça c'est une autre évolution, c'est que jusqu'à présent, les entreprises IA, ou qui étaient donc les entreprises, j'allais dire, qui proposaient une offre algorithmique qui permettait de faciliter le choix du public vers un certain contenu, eh bien, étaient proposées par des entreprises conglomérales. Donc, par exemple, justement, Google, qui propose par ailleurs YouTube, son moteur de recherche. Enfin, je ne vais pas décrire Google, tout le monde le connaît. Ou, par exemple, Amazon. Et ça, c'est le deuxième facteur d'inquiétude pour les médias, c'est-à-dire qu'ils se retrouvaient face à une forme de confusion déjà entre leur activité média et l'activité hébergement. Et la seconde forme d'inquiétude, c'est que ces entreprises et ces acteurs développer des activités conglomérales qui attrayaient le public dans un écosystème qui était propriétaire, fermé, etc. Et donc, on le voyait bien, par exemple, avec les pratiques de self-preferencing qui n'ont pas été appliquées dans le secteur culturel jusqu'à présent, mais on voit bien qu'il peut y avoir une façon pour ces entreprises d'apporter une forme de préférence d'orientation vers leurs propres services, et c'est ça qui inquiétait les médias. Alors la deuxième évolution récente, c'est que quand on voit OpenAI, il n'y a pas justement ce modèle congloméral en place, et donc c'est aussi une évolution qui peut être plus favorable aussi pour les médias. Et ça c'est un point qui permet de voir que là, il y a une distinction plus claire entre le modèle d'affaires des médias et le modèle d'affaires des entreprises de médias et de l'IA, pardon. Alors, ces précisions étant faites, quel est l'impact exactement ? En fait, j'allais dire, la chose qui est certaine et qui résulte vraiment de toutes les études, c'est qu'il n'y a pas de neutralité, et d'ailleurs c'est dans aucun service de l'économie, je pense, de neutralité de l'IA sur l'impact des modèles d'affaires des médias. Ça, c'est certain. Mais finalement, et je commencerai par là, le paysage n'est pas que négatif, et précisément avec ces doubles évolutions, donc à la fois sur le modèle d'affaires des nouveaux acteurs, et puis aussi sur le fait que
il y a une IA qui est de plus en plus inscrite dans le fonctionnement même des entreprises et qui peut générer des gains de productivité, des potentiels d'innovation pour les médias eux-mêmes. Donc je commencerai peut-être par là. Ce qu'on a vu dans la mission de l'ARCOM, c'est que vraiment tous les échelons de la filière étaient concernés par l'IA. D'abord la création, donc ça a été dit. La création peut utiliser l'IA à chaque étape du processus créatif, aussi bien pour l'aide à l'écriture des scénaristes, l'aide au développement de projets dans le travail de pré-production, par exemple. On voit bien que l'IA, par exemple, pour certains contenus comme l'animation, est très utile. Pareil pour les effets spéciaux qui coûtent très cher. Et donc, ça peut être aussi très utile en stade de post-production. Et puis d'aide au montage lui-même, alors même que un monteur est une personne essentielle, notamment pour les films, il peut être aidé grâce à l'IA. Tous ces exemples donc aident finalement le processus créatif. Et là, on n'est pas dans une substituabilité qui a été démontrée et qui permet vraiment d'améliorer, d'innover, de proposer d'autres contenus, etc. Dans le domaine de l'information aussi, donc dans toutes les différentes formes d'analyse, de diffusion de l'information, c'est là aussi, elles sont toutes concernées. Elle permet l'organisation, le formatage. Alors là, pour le coup, c'est vraiment l'organisation de l'information qui permet des bases de données, qui permet vraiment d'aider les journalistes dans leur travail. La vérification des sources d'information aussi. L'aide à la modération des contenus même. Et enfin, dans la présentation des contenus, donc là, c'est un potentiel énorme pour atteindre de nouveaux publics, notamment dans les fonctions de traduction, de doublage. Donc nouveaux publics, non seulement, donc ça veut dire très concrètement, par exemple pour la radio, qui a toujours eu des limites de marché liées aux contraintes linguistiques, ça veut dire vraiment un abaissement radical des barrières linguistiques et une ouverture du marché géographique qui peut être à potentiel énorme. Doublage, notamment pour les personnes en situation de handicap, pareil pour l'audiodescription. Donc toutes ces fonctionnalités seront très utiles pour l'activité d'édition en tant que telle. Alors, quelles sont les conséquences à en tirer? Donc, évidemment, il y aura un impact sur les emplois. Nous, ce qu'on a vu dans la mission IA jusqu'à présent, c'est que c'était plutôt les métiers techniques qui étaient concernés. Donc, visiblement, ce n'est pas encore le cas pour les services juridiques qui restent encore en place. Ça tombe bien pour moi. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que ces innovations, donc, je l'ai dit, elles ont un potentiel qui est très intéressant au nouveau marché, nouveau public, et qui permet aussi des gains de productivité. Et là, je dois dire qu'on sait que l'activité média n'est pas rentable, pas très rentable. Produire l'information, ça coûte cher. Et donc, ces gains, ils ont vraiment un vrai challenge sur la publicité numérique. Je ne vais pas revenir dessus. Engranger des abonnements n'est pas non plus forcément toujours facile. Il y a cette forme de... on parle beaucoup de temps de l'attention devant les écrans, etc., qui n'est pas non plus complètement, qui ne permet pas forcément de déterminer un marché, mais en tout cas qui n'est pas neutre dans leur... il faut trouver le public. Et donc, l'IA sera très utile justement pour obtenir des gains d'activité et réduire les coûts de l'activité d'édition. Donc à la fois une augmentation de la qualité et des gains de productivité. Alors, mais je l'ai dit, d'autres changements de l'IA s'engagent plus directement, disons, la relation entre le média et son public. Et là, c'est lorsque l'IA n'est pas internalisée, je ne vais pas parler d'une IA internalisée par les entreprises de médias en tant que telle, mais l'IA extérieure à cette entreprise. Et c'est là que, évidemment, se situent les principaux facteurs d'inquiétude. Alors, nous pensons tous au contenu, par exemple, autogénéré, qui transitent par des sites soit dédiés ou même distribués dans les grandes plateformes numériques. Alors, on a tous vu le pape François qui était dans sa magnifique doudoune blanche Balenciaga. Donc, je ne voudrais pas faire de publicité clandestine, mais je cite quand même. Barack Obama qui mange une glace avec Angela Merkel sur une plage. Voilà, donc c'est vrai que... Alors, ces exemples, pour le moment, restent assez marginaux, mais il y a quand même une chose à propos de l'IA autogénérée, c'est que le risque qu'on peut quand même un peu anticiper, c'est en effet de viralité accrue vers des contenus qui ont un potentiel de sidération. En fait, ce qu'on sait, c'est vraiment une réaction toute humaine,
c'est qu'on est attrait, même si on sait que l'information est fausse, même si on sait que ça vaut rien, même si on sait que c'est généré par de l'intelligence artificielle, on a envie de regarder parce qu'il y a cet effet de sidération qui, c'est bien démontré, donc on a envie non seulement de voir, mais de partager, et donc un effet de viralité beaucoup plus importante que l'information décrite dans toutes ses nuances, sous un format plus long, et qui vient de sources fiables et qui a un potentiel, disons, moins attractif pour les pauvres humains que nous sommes. Donc ça, c'est quand même un danger, parce qu'on peut s'amuser avec Barack Obama ou avec le pape François, mais la même sidération accompagne, donc en effet, la sidération, c'est aussi la contestation, le contenu subversif, donc l'idée d'être anti-système, etc. Et c'est ce qu'on constate, je ne vais pas insister là-dessus, à l'ARCOM quand même, c'est que ce qu'on se dit avec c'est qu'il y a une vraie potentiel de menace pour les démocraties libérales qui sont les nôtres, hein, malgré tout. Donc voilà. Alors là, j'ai parlé évidemment du son, de l'image, mais ce qu'on voit, c'est qu'il peut y avoir potentiellement des vidéos qui vont aussi être autogénérées, donc ça ne va pas s'arrêter là, et ça sera assez rapide, même très rapide. Alors ça, c'est le premier effet sur le lien vraiment entre le média et le public, et le second, c'est l'orientation du choix, l'intervention, donc ce qu'on a déjà constaté, hein, on est déjà dans l'orientation du choix du public vers un contenu particulier. On en a beaucoup parlé, d'ailleurs y compris dans cette enceinte, sur la question de la distribution des médias. Et il est vrai, un vrai sujet là-dessus. Donc on connaît l'importance de figurer sur la première page de recherche sur Internet, dans les applications préinstallées, parce que là aussi, hein, nous ne sommes que des pauvres humains, j'allais dire, et il y a un critère qui est très simple en matière d'accès, c'est la facilité pour le public. On n'a pas le courage de regarder la 10e page de Google pour voir si vraiment on a une information très exhaustive et pouvoir nous faire, nous, notre propre avis objectif sur le sujet de recherche qui est le nôtre. Donc ça, c'est tout à fait prouvé. Et ça va de pire en pire parce qu'on devient un peu impatient avec le numérique aussi. Enfin, on vit dans un temps qui est de moins en moins long. Et cette orientation va vraiment radicalement changer avec la question des agents conversationnels qui, là, en fait, ne vont pas donner une possibilité de choix, malgré tout, entre différents contenus sur les écrans connectés ou sur les moteurs de recherche. Non, ils vont carrément donner une réponse pour vous. Vous cherchez ça et moi, je choisis la bonne réponse adéquate. Mais bon, du coup, on voit bien que à la fois le choix et les possibilités de réflexion, de peser le contre, etc., même une information, même si elle est vraie dans la réponse, d'une certaine manière, il y a toujours différents angles. La réalité, encore une fois, elle est protéiforme, elle est faite de nuances, elle n'est pas simple. Et donc, ça va d'une certaine manière, le risque simplifier un peu trop les avis ou les réponses sur des questions précises. Alors, je terminerai en citant donc une étude là-dessus qui a été menée par le cabinet Gartner donc en février dernier, sur le fait que face au chatbot, à l'IA, les requêtes sur Internet vont baisser, d'après eux, de 25% d'ici 2026. Donc cela signifie évidemment pour les médias que cette question de moteur de réponse qui est en train de prendre la place plutôt que le moteur des recherches n'est pas du tout neutre, encore une fois, sur le but ultime des médias qui est vraiment de donner une information ou des contenus éditorialisés au public libre ensuite de bâtir son libre arbitre. Voilà. Merci Juliette et Xavier. Donc on voit que l'IA pose de nombreux challenges et qu'il faudrait que la concurrence joue son rôle pour que la bonne automatisation puisse faire son œuvre. Peut-être pour l'anecdote, il faut se rappeler que la révolution qui sous-tend l'IA générative vient d'un article qui a été publié par 8 chercheurs de Google, donc sur le fameux article sur les Transformers, donc qui est la nouvelle façon en fait, de comprendre le langage. Donc c'est 8 chercheurs. Donc Google avait une longueur d'avance sur tout ce qui était IA générative, mais comme ça risquait de de tuer son business très rentable du search, parce que Google a une position très dominante sur le search qui lui procure énormément de revenus. Il était très hésitant à publier cette nouvelle technologie. C'est un nouvel entrant, en fait, OpenAI, qui n'était pas le premier, en fait, qui n'est pas celui qui avait la longueur d'avance, qui lui a
publier cette première innovation. Donc on voit toute l'importance des nouveaux entrants qui viennent challenger les acteurs en place, parce qu'il faut souvent le rappeler, mais que les monopoles n'innovent pas très efficacement. Donc la concurrence doit jouer son rôle, et on voit que c'est un sujet qui mobilise énormément d'autorités de concurrence. Donc l'autorité de concurrence française a publié son rapport, mais avant il y a eu l'autorité de concurrence anglaise et portugaise, et depuis que nous, on s'est lancé dedans, il y a les Américains, les Canadiens, les Hongrois, les Japonais, les Australiens. Donc quasiment maintenant toutes les autorités de concurrence s'intéressent au sujet. Et donc voilà, on peut penser qu'avec cette vigilance, plus le nouveau cadre applicable au numérique, donc notamment le DMA et l'IAC, donc voilà, on peut penser que tout le monde est prêt, en tout cas, pour, entre guillemets, s'assurer que la concurrence bat son plein dans l'IA. Et on espère être confiant, parce qu'on voit des nouveaux entrants tels que OpenAI, Mistral ou Anthropic, pour n'en citer que quelques-uns. Donc c'est génial, on est pile dans le timing qu'on s'était fixé entre intervenants. Donc on va passer à la deuxième partie, qui est l'IA comme nouvel acteur économique, enjeu sur la chaîne de valeur et sur le rapport aux technologies de l'information. Xavier, je te passe la parole. Merci Yann. Donc ouais, effectivement, je vais embrayer sur ta transition en fait. Effectivement, je pense que dans le domaine de ces fusions-acquisitions, cette concentration effectivement inquiétante qu'il y a dans le domaine de l'IA, on peut avoir encore l'espoir d'être en terrain connu, dans le sens où il est possible que le droit actuel soit relativement adapté à ces nouveaux entrants, ces nouvelles technologies. Pourquoi ? Parce que on a déjà eu la révolution de l'électricité qui avait beaucoup de points communs. Cette intégration verticale, elle n'est pas nouvelle. La concentration des premiers acteurs, en tout cas, elle n'est pas nouvelle. Il y a eu des actes réglementaires et de la régulation assez forte qui a été mise en place, et je pense qu'on va pouvoir s'inspirer de ça. Du coup, moi, effectivement, je suis plutôt confiant. Alors, effectivement, il y a des défis évidents qu'il faut être plus rapide. Il faut réinterpréter le droit dans certains domaines. Il y a des seuils de notification qui doivent évidemment être baissés. Mais quand même, on est plutôt armé pour cet aspect-là, vraiment au niveau business. Un autre aspect où je pense que peut-être le droit de la concurrence est peut-être un peu perdu, ou en tout cas on n'a pas encore tout à fait les bonnes armes, c'est quand on délègue la décision à des algorithmes. On a mentionné un peu, déjà on a touché un petit peu à ça dans le cas des médias, où les médias commencent à faire leur propre contenu et à vous soumettre des recommandations d'eux-mêmes. On sent bien qu'ici il y a une décision qui commence à échapper un petit peu aux créateurs. Et donc là, le risque un petit peu, c'est qu'effectivement, les algorithmes, donc là c'était les médias, mais par exemple les algorithmes de pricing qui changent les prix toutes les 100 fois par jour ou toutes les 5 minutes. Donc clairement, c'est pas un humain derrière, c'est une machine. Qu'est-ce qui va se passer si cette machine commence à prendre des actions qui seraient illégales dans le cas humain ? Donc une crainte qu'on a, c'est déjà la collusion. Alors, la collusion, qu'est-ce que c'est ? Là, on a une représentation peut-être un peu machiavélienne de la collusion. C'est des chefs d'entreprise grisonnants qui se réunissent dans une salle enfumée pour décider de prix élevés. Okay. Dans la collusion, il y a vraiment une notion assez centrale qui est qu'on s'observe les uns les autres. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord pour répliquer un monopole, donc éviter de se retrouver vers l'équipe de Nash, c'est-à-dire l'équipe concurrentielle. On aimerait bien atteindre le monopole. Malheureusement, ce n'est pas un équilibre, parce que chacun va être tenté de dévier. C'est-à-dire que oui, on va se mettre d'accord sur le prix de monopole, mais moi, discrètement, je vais baisser un petit peu mon prix pour avoir une demande bien plus importante qui va venir chez moi. Donc ça, c'est le mécanisme qui fait que la collusion, sans coordination, ça ne tient pas. Alors, pour éviter ça, dans ces organes collusifs, il y a toujours une notion de punition, c'est-à-dire qu'on s'observe les uns les autres, et si jamais je vois que vous avez dévié notre accord de pricer comme un monopole, eh bien, je vais revenir au prix de Nash, c'est-à-dire au prix compétitif qui va nous faire souffrir très longtemps. Et parce qu'on a tous les deux peur de cette menace, on va maintenir le prix de monopole. C'est comme ça que se modélise en général la collusion. Donc, chez les humains, ça se passe à peu près comme ça, enfin, c'est le stéréotype. Et en fait, la réalité, c'est pareil. C'est-à-dire que donc là, c'est un exemple qui commence à dater maintenant. C'est un des premiers exemples d'un gros cas d'antitrust où
les CEO ont été pris vraiment la main dans le sac, tout simplement. Donc là, ils sont en train de discuter tout simplement comment augmenter les prix, comment explicitement faire du mal aux consommateurs. Hein, ils le mentionnent vraiment. Ce à quoi ils n'avaient pas réfléchi, c'est que contrairement à l'image de gauche, sur l'image de droite, il y avait une caméra cachée par le FBI dans leur salle de réunion. Et c'est comme ça qu'on les attrape, okay, parce qu'il y a un accord et cet accord potentiellement peut laisser des traces. Donc, là, je voulais inciter là-dessus. Sur donc, le cas humain, il y a la notion d'accord qui est extrêmement centrale. Hein. Je cite ici, donc il y a plusieurs définitions qui existent, mais dans toutes les définitions que vous allez trouver, il y a une notion de coordination, meeting of minds, mais vraiment une notion d'accord, de conspiration, avec l'objet d'augmenter les profits. Hein. C'est bien l'objet, c'est pas juste par hasard que ça augmente les profits, c'est le but, c'est d'augmenter le profit. Alors, évidemment, la collusion explicite, c'est interdit. Hein, les prix élevés, ça nuit aux consommateurs, ça diminue la quantité, donc on a aussi une perte d'efficacité sur les marchés. Il y a des amendes financières records, hein, dont on entend parler aussi dans la presse généraliste. Ça peut aller jusqu'aux peines d'emprisonnement dans certaines juridictions. Donc c'est quelque chose d'assez sérieux. Après, il y a une autre collusion qui existe, c'est celle qui ne laisse pas de traces, c'est la collusion tacite. C'est-à-dire, juste, j'augmente mes prix et le lendemain, j'observe que vous augmentez aussi vos prix. Et puis on continue comme ça. Mais on ne se parle pas vraiment l'un l'autre. C'est juste on s'imite l'un l'autre. Ça, c'est légal dans la plupart, dans toutes les juridictions, dans les économies de marché. Pourquoi? Pas parce que le dommage est moindre. Le dommage, il est exactement le même. Le prix il est élevé, donc le consommateur souffre, la société souffre. La raison, c'est que cette collision, elle est très difficile à identifier. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces. Parfois, c'est même des biais inconscients qui vont venir se calquer sur qui vont causer ce parallélisme des prix. Aussi, une autre raison, c'est que chez les humains, en tout cas, la collusion tacite, c'est relativement, j'insiste sur relativement, parce qu'il y a quand même des cas assez sérieux de collusion tacite, c'est assez rare, parce que c'est difficile à mettre en place. Hein. Sans se mettre d'accord, c'est quand même difficile de signaler qu'on veut augmenter le prix et puis faire confiance à l'autre qui va effectivement augmenter ses prix. Donc bref, c'est un peu une réaction pragmatique des régulateurs. Bon, comme c'est difficile à identifier et que c'est relativement rare, bon, de fait c'est légal. Une crainte, bien sûr, ce serait qu'on délègue nos décisions aux algorithmes et qu'eux, de manière systématique, ils commencent à faire de la collusion tacite. Là, évidemment, le problème serait bien plus prégnant parce que la collusion tacite, donc les prix élevés, pourraient devenir systématiques. Alors, il y a eu beaucoup de discussions sur le sujet dès 2008, ça a été ravivé par un papier publié en 2020. Sur ce graphe, ce que vous voyez, c'est des algorithmes de reinforcement learning, d'apprentissage par renforcement. Donc l'idée, c'est qu'on prend deux algorithmes vierges, ils sont initialement plutôt bêtes, hein, et puis ils vont apprendre en postant des prix, puis en voyant le profit qu'ils reçoivent, et le lendemain, ils vont recommencer pendant de très nombreuses périodes. Okay, au début, ils font plutôt juste n'importe quoi, ils testent un peu tous les prix, et plus ça va, plus ils vont réexpérimenter les prix pour lesquels ils ont eu du succès, c'est-à-dire un profit relativement élevé. Sur l'axe des Y, vous avez le prix d'équilibre lors de cet apprentissage. Et sur l'axe des X, c'est tout simplement l'apprentissage lui-même, hein, de zéro, donc quand on commence l'apprentissage. Et donc tout à droite, c'est 2 millions de périodes. Okay, et là, ils sont en train de jouer un jeu très simple, toujours le même, hein, chaque période le même jeu. Ce à quoi on se serait attendu, ce serait que les prix baissent et ils vont converger vers donc, la ligne pointillée que vous voyez sur le bas, c'est le prix de Nash, c'est le prix concurrentiel, hein, le prix d'oligopole. C'est ce que toute la théorie économique aurait prédit dans ce cas-là, où chacun exploite un peu, prend sa meilleure réponse aux compétiteurs. Et quand vous faites durer ça longtemps, normalement, vous devez tomber sur Nash, sur l'équilibre concurrentiel. Pas de chance, et aux grandes dames de la société civile, de nous citoyens, ce qu'on observe, c'est qu'au contraire, les prix vont avoir tendance à augmenter. Ils vont se rapprocher même du prix de monopole qui est symbolisé par la ligne rouge que vous avez en haut. Donc ça, c'est très inquiétant. Et notamment, l'interprétation dominante pendant quelques temps, ça a été qu'effectivement, les algorithmes sont suffisamment malins pour mettre en place les stratégies dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, cette salle enfumée avec des CEO qui se mettent d'accord sur un prix élevé, mais aussi sur le mécanisme de guerre des prix. Hein, si jamais vous déviez, je vous fais souffrir pendant longtemps. Donc on a un peu pensé que c'était ça qui était en train de se passer. Lorsqu'on regarde un peu plus dans les détails, lorsqu'on creuse un peu la question, on s'aperçoit que il y a quelque chose qui est tentant, c'est juste d'interdire aux algorithmes d'observer les prix. C'est ça qu'on a fait aussi chez les humains parfois, d'interdire aux entreprises d'observer les prix du concurrent. Et comme ça, on ne peut pas mettre en place ces guerres des prix. Parce que je ne vais pas être en capacité de voir que vous avez triché sur notre accord.
Okay, et donc je ne vais pas pouvoir vous punir. Et dans ce cas-là, le seul équilibre possible, c'est l'équilibre concurrentiel. De la même manière, si on est myope, c'est-à-dire si on se fiche du futur, okay, je m'intéresse juste à mon profit aujourd'hui, je me moque de ce qui se passe après, bah de la même manière, là, je vais tricher un peu sur notre accord, parce que peut-être que vous allez me faire une guerre des prix pendant 10 mois ensuite, mais bon, je suis myope, tout ce qui compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on prend les mêmes algorithmes et qu'on leur fait faire ça, c'est-à-dire soit on leur interdit de regarder derrière, c'est-à-dire on regarde l'histoire, soit on leur interdit de regarder le futur, c'est-à-dire ils se fichent du futur et de ce qui peut se passer, et bien on s'aperçoit que les algorithmes, on serait là pour le coup vraiment attendu, parce qu'on aimerait bien que la théorie économique finisse par marcher un jour, que les prix convergent sur le prix de Nash, le prix concurrentiel. Eh bien non, ces algorithmes, ils vont conserver le prix élevé, et même si vous reprenez un peu votre loupe, c'est même des prix encore plus élevés lorsque les algorithmes sont plutôt faits plus bêtes, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de regarder les prix passés, et en tout cas, c'est impossible de mettre en route des mécanismes de punition qui sont presque qui sont la seule théorie qui puisse maintenir, qui puisse rationaliser en fait les prix élevés d'équilibre sur les marchés. Alors qu'est-ce qui se passe ici en fait, c'est tout simplement que les algorithmes, ils ont pas réussi à apprendre. Okay, c'est pas qu'ils ont été trop sophistiqués, ils ont réussi à se mettre d'accord sur des prix élevés avec un mécanisme complexe. Bon, on pourrait rentrer dans les détails, mais là c'est plutôt un échec à apprendre correctement qui les a poussés vers des prix supracompétitifs. Alors du coup, la collusion algorithmique autonome, ça reste une possibilité théorique, et moi je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va finir par réussir à prouver dans les prochaines années, mais c'est pas encore tout à fait vérifié. Il n'en demeure pas moins que ce que je vous ai montré sur les graphes précédents, c'est des prix élevés. Et là, c'est là où un peu, je pense, en droit de la concurrence, on peut prendre un peu un recul et se demander, tiens, pourquoi est-ce qu'on se focus sur la collusion? Bah, c'est pas la collusion en soi qu'on n'aime pas, c'est les prix élevés, n'est-ce pas? La raison pour laquelle on s'intéresse à la collusion explicite, c'est qu'on a trouvé un remède, on a trouvé une façon de l'identifier et des façons aussi, même pour la collusion tacite, de l'éviter dans une certaine mesure. Là, dans les algorithmes, il est très probable que les mécanismes qui vont potentiellement endommager la société soient très différents. Du coup, cette lentille un peu collusion, qui est en final assez anthropomorphique, c'est peut-être pas forcément la bonne, en tout cas pas pour la collusion autonome des algorithmes. Okay, donc on a un problème effectivement, mais c'est sûrement avec un prisme différent de l'antitrust humain qu'il va falloir le voir. Aussi quelque chose de rassurant, mais à nouveau, là je parle du court terme pour l'instant, les algorithmes que je vous ai montrés avant sont extrêmement rudimentaires, et ces prix élevés là, que je vous ai montrés qui arrivent de manière systématique, en fait ils sont assez peu robustes à beaucoup de choses, notamment l'entrée d'un nouvel algorithme ou un changement dans l'environnement, c'est-à-dire un choc de demande, et ce genre de choses va avoir tendance à les faire retomber sur l'équilibre concurrentiel. Donc, bon. Pour l'instant, il y a effectivement un risque, mais l'état de l'art, pour l'instant, tend à prouver que c'est plutôt un risque théorique, mais bon, ce qui, selon moi, pourrait bien juste prendre quelques années avant de devenir vraiment tout à fait matériel. Voilà. Donc, effectivement, là, pour le droit de la concurrence, ça reste. Je pense qu'il faut revenir sur le fait que ce n'est pas tellement la collusion qui a un problème. La raison pour laquelle on a un problème avec la collusion, c'est que les prix sont élevés, et ça, c'est mauvais pour l'efficacité des marchés, c'est mauvais pour le consommateur, et revenir là-dessus. Aussi, il y a d'autres dommages qui étaient un peu marginalisés, on va dire, chez les humains, que par contre les algorithmes vont pouvoir faire très très efficacement. Les mêmes algorithmes un peu, disons-le, un peu bêtes, un peu rudimentaires que j'ai montré auparavant, en revanche, ils vont être très très forts pour faire de la prédation. C'est-à-dire pour, quand il y a un nouvel entrant, baisser leur prix, mettre un prix aller négatif, pour faire sortir l'entrant en épuisant ses ressources financières, et pour pouvoir rétablir son profit de monopole après que l'entrant ait été évicté. Était exclu du marché. De la même manière, avec les algorithmes, et ça, il n'y a pas tellement de correspondants chez les humains, on peut prouver assez facilement qu'ils sont très forts pour faire des attaques, par exemple, contradictoires, adversarial attacks. C'est-à-dire que les algorithmes, dans le même jeu que j'ai montré précédemment, il est possible que l'algorithme arrive à comprendre le mécanisme d'apprentissage de son concurrent, et donc va envoyer des mauvais signaux pendant son apprentissage, de sorte à lui faire prendre des actions non optimales, et au profit évidemment de l'algorithme initial qui fait cette attaque. Donc ces choses-là, c'est assez marginal dans le cas de l'antitrust humain. La prédation, on la compare souvent soit à un tigre blanc ou à une licorne. C'est-à-dire on ne sait pas si c'est quelque chose d'extrêmement rare, comme le tigre blanc, ou si c'est quelque chose qui tout simplement n'existe pas en fait, dans la réalité, qui serait juste un animal chimérique, théorique, dans le cas de la licorne. Et effectivement, il y a très peu de cas de prédation qui ont été portés devant les tribunaux, et encore moins de cas qui ont été couronnés de succès où le plaignant a obtenu gain de cause. Chez les algorithmes, ça va peut-être changer, parce qu'ils ont une certaine aptitude à faire ça de manière assez systématique.
Donc voilà, donc ça c'était pour un peu le répondant, donc l'algorithme dont on perd un peu le contrôle. Je ne sais pas si on est bon niveau de temps encore. 5 minutes. Ok, bah, du coup je vais passer vite sur d'autres situations où l'IA semble un peu nous échapper des mains, qui est un peu moins liée à la concurrence, mais ça reste quand même cette perte de pouvoir de décision et cette dilution des responsabilités qui risque d'être problématique. La première, c'est la réplication des biais. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup d'exemples assez marquants d'algorithmes qui ont commencé à reproduire, mais de manière extrême, des biais en fait, initialement humains. Donc on peut nommer Tay, c'était un algorithme que Microsoft a mis en place pour faire de la conversation sur Twitter déjà en 2016. Et après quelques heures d'utilisation, il était prévu de rester plusieurs semaines, au bout de plusieurs heures d'utilisation, on s'est rendu compte que Tay commençait à avoir des propos racistes, antisémites, misogynes, etc. Donc là, évidemment, l'algorithme a été stoppé. Là, le problème, c'est pas tellement que l'algorithme il a été mauvais, comme dans mon cas, un peu de collusion un peu fallacieuse que j'ai montré auparavant. C'est au contraire qu'il a été excellent pour reproduire le biais humain. Il a été en fait meilleur que nous pour nous ressembler et faire ressortir les pires parties de l'humanité. Donc, il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a Watson qui commençait à injurier, utiliser un langage complètement outrancier. Watson, il lisait effectivement Wikipédia, c'était chez IBM, mais il lisait aussi Urban Dictionary. Urban Dictionary, c'est un dictionnaire qui est spécialisé dans le langage argotique. Donc effectivement, il a mangé ça, donc il a ressorti ça en sortie. Donc ça, c'est effectivement des choses inquiétantes qui demandent un peu de réactivité. Il y a quand même quelques bonnes nouvelles, c'est que les algorithmes ne mentent pas. C'est-à-dire s'ils prennent une décision jugée problématique, donc par exemple si c'est un algorithme d'embauche qui va remplacer le RH mais qui fait passer des entretiens d'embauche à votre place, vous allez pouvoir lui demander assez explicitement est-ce que vous avez utilisé le genre de la personne pour faire votre choix, est-ce que vous avez utilisé son ethnicité ou d'autres programmes, d'autres dimensions protégées. Aussi le biais, qu'il soit intentionnel ou non, il va être relativement facilement corrigé, c'est-à-dire que s'il est intentionnel, probablement qu'il va se voir dans le code. S'il n'est pas intentionnel, effectivement, on peut faire ce mécanisme-là où on demande, où on essaie de creuser dans l'algorithme qu'est-ce qui se passe. Et on peut aussi débrancher une IA, contrairement à l'humain, on peut le débrancher très facilement, comme Amazon l'avait fait justement pour un algorithme d'embauche qui finalement discriminait. Il a fini par tout simplement le débrancher. Un autre biais, mais un peu relié, sur lequel je vais passer très vite, c'est que l'algorithme, il est très fort pour discriminer, effectivement. C'est-à-dire qu'on peut protéger, donc, pour ces fameux algorithmes d'embauche et d'entretien d'embauche, on peut protéger certaines données. C'est-à-dire qu'on peut dire, bon voilà, tu n'as pas accès au genre, tu n'as pas accès à l'ethnicité. L'algorithme, il va être assez spectaculaire pour réussir à reconstruire ça via des proxys, c'est-à-dire via d'autres éléments dans la donnée. Donc par exemple, je sais pas, pour des assurances, savoir quelle assurance donner à telle ou telle personne. Bon ben voilà, si vous avez une voiture rouge, il est probable que vous soyez un homme. Et ça, l'algorithme, il va très facilement le trouver. Une petite voiture couleur un peu plus pastel, il est probable que vous soyez une femme. Pour l'ethnicité, on peut cacher la photo, on peut cacher les noms, mais via votre adresse, via votre parcours scolaire, l'algorithme va être très fort pour faire ça. Alors à nouveau, ce n'est pas forcément gênant, tant qu'on arrive à lire ce que fait l'algorithme et à le corriger, voire à le débrancher si on n'arrive pas à le corriger. Une spécificité de l'IA, c'est la suivante. Et ça, c'est vraiment, je pense, un peu peut-être une nouveauté qui nous arrive et qui arrive sur les bureaux du régulateur. C'est que si vous voulez un algorithme qui soit performant dans le domaine de l'IA, eh bien, il est très probable que vous deviez vous tourner vers un algorithme qui soit aussi très opaque. C'est-à-dire que les meilleurs algorithmes, ceux qui vont vraiment vous donner la meilleure prédiction de qui embaucher, qui ne pas embaucher, quelle prime d'assurance poster pour telle ou telle personne, ça va probablement être basé sur des réseaux neuronaux qui sont notoirement difficiles à ausculter, en fait, parce que c'est des millions de petits calculs qui donnent un outcome, un résultat qui en général a du sens et qui est assez performant. Mais malheureusement, si jamais il y a un biais discriminatoire qui se trouve caché là-dedans, ça va être très très difficile de l'identifier. Donc ça, c'est une première chose. Donc, l'algorithme, il sait juste faire comme nous, c'est-à-dire qu'il sait discriminer, il sait reproduire des biais. Effectivement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pouvait le contrôler assez bien. Avec l'IA, c'est de plus en plus compliqué parce qu'on risque de tout simplement même pas se rendre compte d'un possible biais et d'une possible discrimination. Aussi, et là ça devient un peu plus tordu, il est possible que les entreprises cherchent tout simplement à cacher leurs décisions dans ces algorithmes.
Vous avez peut-être suivi, par exemple, la CAF avait un algorithme de suivi de leurs allocataires, hein, notamment qui ciblait les contrôles. Et il s'est avéré effectivement que cet algorithme faisait de la discrimination indirecte assez poussée, notamment envers le genre. Alors, le genre ne faisait pas partie, évidemment, des critères sur lesquels il s'appuyait, mais il y avait, par exemple, famille monoparentale. Donc, il pouvait s'appuyer sur ça pour faire des contrôles spécifiques. Donc, famille monoparentale, bon, malheureusement, ça veut dire souvent mère célibataire. Donc ça, c'était problématique et on a pu le découvrir. Ça a été découvert par la Quadrature du Net et diffusé par le journal Le Monde, parce que leur algorithme était très très simple. On pouvait lire ce qui se passait dedans et c'était un peu évident. On avait même une valeur vraiment presque au genre. Et là, le risque un petit peu, c'est que les entreprises décident plutôt que d'avoir des algorithmes simples et transparents, viennent se cacher derrière de l'explicabilité. Et là, on est en train de conclure. Du coup, je conclus sur ça. Alors, donc sur l'IA, comme nouvel acteur économique qui aurait des capacités décisionnelles, quels sont les enjeux dans le secteur des médias? En fait, je vous l'ai dit, hein, c'est précisément ça qui est peut-être le plus inquiétant. Donc, et dans les capacités décisionnelles, on a les deux formes nouvelles d'évolution IA. D'une part, les agents conversationnels. Donc là, on reste sur un IA plus classique, discriminant, et d'autre part la génération de médias synthétiques, et on parle là pour le coup d'IA générative dernière plus récente. Alors pourquoi il y a un lien direct avec le média? C'est que le média, en fait, qu'il soit d'ailleurs gratuit ou payant, il vit dans son activité d'édition de son audience. Et l'audience, pour le média, dépend d'abord de son contenu, de la qualité, du type de contenu et de la manière dont ces contenus sont sélectionnés, présentés, comme je l'ai dit. Alors, peu importe à cet égard qu'on parle d'un marché simple pour le marché des abonnements, par exemple, la presse écrite ou les offres payantes audiovisuelles, ou marché biface, de la gratuité financée par la publicité. Donc, dans ces deux types, donc le facteur attractif principal de l'audience, encore une fois, résulte par les contenus. Tout ce qui est distribution, présentation, historiquement, était considéré comme plus ou moins neutre. Évidemment, la neutralité n'existe pas non plus complètement dans ce bas monde, mais plus ou moins neutre. Et en fait, c'est une attention qui a été du régulateur et de la réglementation qui n'est pas du tout nouvelle, en fait. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la loi Bichet avait, par exemple, estimé, donc pour la vente au numéro presse, on connaît très bien à l'autorité de la concurrence, on n'est pas que sur... des sujets du type de Yann, eh bien, ça permettait donc d'avoir sur chaque point presse un maximum donc de magazines et de journaux d'information, et qui était censé laisser vraiment au public la possibilité de choisir le numéro qu'il souhaitait lire. La loi de 86 est véritablement bâtie aussi sur cette idée d'avoir une neutralité liée à la présentation et à la distribution par des exigences en termes de numérotation ou de présentation plus récente des plans de service dans le cadre IPTV. Cette neutralité d'accès, d'ailleurs, elle n'est pas non plus à l'échelle européenne. Elle répond aussi aux exigences de la neutralité du net qui fait l'objet d'un règlement européen depuis 2015. Et on retrouve la même volonté d'empêcher donc des flux d'informations à plusieurs vitesses et des inégalités d'accès liées, encore une fois, aux mécanismes de distribution, de présentation. Donc ça, j'allais dire, c'est le dispositif existant pour les médias et qui assure donc un choix complètement libre du public vers une offre ou une autre. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le pluralisme externe qui permet au public de choisir, de s'orienter vers telle ou telle offre en fonction du contenu qui est présenté et édité. Alors, quel est à cet égard le changement majeur? C'est que de plus en plus, en fait, l'audience dépend maintenant, la valeur de l'audience qui permet le financement, encore une fois, dépend de plus en plus d'un facteur exogène, justement à l'activité d'édition et à l'offre de contenu présentée derrière le média, qui concerne justement la distribution, la présentation des services. Et donc, c'est l'orientation du choix. L'audience maintenant dépend de l'orientation du choix, encore une fois, des deux formes d'IA, discriminante et générative.
Donc on voit bien que la présentation des offres sur les plateformes qui dépendent d'algorithmes de préférence des acteurs. Alors là, donc il y a plusieurs risques en fait. C'est le fait que certains acteurs ont, comme je l'ai dit, des modèles congloméraux et qui auraient tendance à orienter très subtilement le public vers leur propre plateforme d'hébergement ou d'édition. Le second, c'est évidemment l'opacité des algorithmes et dont on sait peu en fait le fonctionnement interne et avec une difficulté en fait de connaître justement ces fonctionnements. Et donc bon, on assiste véritablement pour ces deux raisons à un risque de restreinte, de restriction de la liberté des choix du public. Alors, le public reste évidemment en capacité de choisir le sujet qui l'intéresse, mais comme je l'ai dit, la réponse et les possibilités pour lui de choisir parmi plusieurs réponses vont se restreindre également. Alors, quelles sont les conséquences? Donc, je passe, mais j'ai compris qu'il fallait que je me concentre plus sur les conséquences économiques que démocratiques ou sociétales. Elles sont très connues et tout le monde les a en tête. Hein. C'est véritablement pour ces dernières d'entraîner de plus en plus le public dans des bulles de filtre, d'être attrait par des fake news. On est tous concernés. Hein. Il ne faut pas se dire que parce qu'on est éduqué, on peut... véritablement, je pense qu'il faut être très, très humble à l'égard de ce phénomène. Hein. On est véritablement tous concernés. Il n'y a pas la petite population. On pourrait, justement, nous aussi, avoir des biais de discrimination inconscients. Sachez que non, encore une fois, je pense que tous ces phénomènes nous concernent également. Les conséquences économiques, on peut aussi les prévoir facilement. Le risque, tout d'abord, c'est tout simplement parce qu'on parle quand même de modalités de financement du média, sauf s'il arrive à trouver d'autres sources de financement, type production, type distribution, qui ne sont pas directement liées à l'activité d'édition. Eh bien, le risque est celui de l'arrêt de mort, tout simplement. Si le bassin d'audience, par exemple, c'est le cas déjà pour les offres locales. Elles sont fragiles. Alors, et tout le monde ne peut pas vivre de l'argent public. Donc, même si parfois elle bénéficie de com, l'offre locale privée est vraiment dans une situation très, très inquiétante. Et donc, dans ces cas-là, soit on a un actionnaire généreux, soit on met la clé sous la porte, j'allais dire. L'autre risque qui est peut-être moins compliqué, c'est celui de la désintermédiation des auteurs, qui est un peu des éditeurs, qui est un peu différent, parce que ce qu'on constate en termes de désintermédiation, c'est que vous pouvez avoir des contenus éditorialisés qui ont beaucoup de succès, beaucoup d'audience, mais avec une baisse des revenus pour l'éditeur en tant que tel, parce que ces contenus sont accessibles directement, sans passer par la plateforme de l'éditeur, directement accessibles via d'autres biais. Alors cette question de désintermédiation, en fait, elle n'est pas nouvelle. Elle est vraiment liée aussi, alors là je pense vraiment à l'information, qui a cette caractéristique d'être un bien public, c'est-à-dire vous le produisez, c'est cher, parce qu'une information de qualité, c'est cher à produire, il faut vérifier ses sources, il faut être sur place, il faut éviter tous les biais, surtout à l'heure actuelle, presque. Et donc c'est cher à produire, mais une fois que l'information, qu'elle soit produite par image, son ou texte, une fois qu'elle est en place, eh bien, il y a un phénomène donc de communication. Elle ne peut pas rester durablement en exclusivité sur le média qui l'a financé. Et donc, ça veut dire quoi? Encore une fois, une baisse de rentabilité. Et dans le contexte de l'économie numérique, bien sûr, l'un plus l'autre engage un risque accru de désintermédiation. L'information, elle peut même être assez normale. Hein. Vous pouvez avoir entendu quelque chose à la radio ce matin et en discuter avec vos collègues. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a un phénomène vraiment caractéristique du bien public lié à l'information. Donc la presse écrite est déjà dans cette situation, avec des contenus publicités, une augmentation des audiences et un affaissement des revenus, beaucoup plus inquiétant d'ailleurs que pour l'audiovisuel. Donc à terme, de quoi parle-t-on? En fait, et là véritablement il y a un objectif commun entre concurrence et finalement aussi audiovisuel et plus généralement culture. Il y a un rétrécissement de l'offre
qui a un impact de toute façon sur la culture, la démocratie, et d'un renforcement aussi de primo leader qui est lié, donc, en tout cas pour les acteurs numériques, on l'a beaucoup décrit, et voilà, je le rappelle juste, qui est lié au fonctionnement centrifuge du numérique ou l'accumulation. Donc je l'ai dit, des économies qui sont liées à l'accumulation de contenu. Plus vous avez plus d'accumulation, plus vous êtes attractif. C'est l'accumulation qui permet d'attraire la demande et le public, et pas le type ou la qualité du contenu, et qui donc permet accumulation de vues, accumulation de data, qui alimente même les algorithmes. Enfin voilà, une espèce de cercle qui s'autogénère, et donc et qui pourrait disons, favoriser le rétrécissement de l'offre de création ou de l'offre d'information. Finalement, donc, la remise en cause est celle de la pérennité, de la capacité de financement des médias par les revenus de l'audience, je l'ai dit. Alors, comment faire une fois que le décor est à peu près planté? Les enjeux, justement, invitent un peu à interroger la robustesse et même la pertinence du cadre juridique. Là, je pense au rapport Drahi, dont on a beaucoup entendu parler, et qui interroge même, est-ce qu'il faut tout de suite une régulation? Voilà, parce qu'on sait que l'IA, c'est aussi une innovation, c'est un potentiel de compétitivité accrue pour une Europe qui est en panne, etc. C'est franchement très intéressant, mais si on estime qu'une régulation est nécessaire, une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas de recette unique pour répondre aux défis. Alors, il y a une première solution qui a été envisagée en 2019 à la faveur de la transposition de la directive droit voisin. C'est la solution plus libérale, qui est de laisser les acteurs, donc médias et numériques, de conclure des accords de partage de revenus, de partage de la valeur. Donc c'est déjà à l'œuvre, c'est pas juste dans le cadre de la réglementation des droits voisins, parce que ça concerne aussi les Américains, le New York Times, etc. Et puis en Europe, de grands médias comme Der Spiegel ou le Time qui ont conclu un désaccord avec Perplexity, Financial Times et Le Monde en France avec OpenAI. Donc il s'agit pour le média d'être rémunéré à la hauteur de l'importance de la consommation de ces contenus utilisés par les acteurs numériques, et au titre généralement des droits d'auteur ou droits voisins en Europe, ou des droits copyright outre-Atlantique. Alors, bon, on voit bien à cet égard que ça n'a pas été forcément un succès fulgurant, parce qu'il y a vraiment une question de David et Goliath derrière cette histoire. Il y a un déséquilibre patent et structurel dans les négociations. Bon, le cas droit voisin, je vais pas l'expliquer dans cette enceinte. On voit bien que, autorité qui est intervenue 4 fois en 4 ans, Google a préféré, si je schématise un peu, payer des sanctions de 750 millions plutôt que justement être à peu près fair et loyal dans la négociation de ces conventions, de ces accords. Donc bon, outre-Atlantique, donc on pourrait dire un gros média comme le New York Times est en conflit avec Microsoft justement sur ses respects de copyright. Donc on voit que ça ne dépend pas de la taille ou de l'origine géographique des médias en question. Alors, la solution dont tout le monde parle dans ces cas-là, c'est le regroupement des médias. Cette semaine, on apprend quoi? qu'OpenAI refuse de négocier pour ChatGPT des accords globaux avec les organisations de presse, de médias comme l'APIG et SEPM. Donc, voilà, donc le regroupement, voilà, il est utile, bien sûr, mais ce n'est pas non plus très facile. Alors, les solutions de régulation, quelles sont-elles? Alors, j'allais dire là, on voit bien que ce qui compte, c'est d'avoir des régulations efficaces. Donc, j'allais dire, pas seulement en concurrence, mais aussi médias. Et en fait, c'est d'autant plus intéressant qu'elles sont très complémentaires, et elles poursuivent toutes les deux, à mon avis, le même objectif. Le même objectif, c'est quoi? C'est la diversité de l'offre, la diversité culturelle, pour permettre la bonne incitation pour le public, le citoyen, le consommateur, peu importe la manière dont on l'appelle, de jouer son rôle d'aiguillon, donc pour la démocratie d'une part, ou pour une meilleure économie d'autre part, mais ça nécessite une liberté de choix. Voilà, donc c'est ça en fait les fondements philosophiques des deux. Donc c'est vraiment la philosophie libérale du XVIIIe siècle qui, dans les deux cas, à mon avis, fonde véritablement les régulations concurrence et les régulations médias.
Et donc, elles ont toutes les deux un impact aujourd'hui. Il faut les interroger, il faut les challenger. Alors, donc ça, on en a parlé, pour la régulation IA, lorsque notamment la régulation concurrence, lorsque l'IA intervient sous plusieurs casquettes, donc en agrégeant d'une part des contenus au sein d'un service propre, donc soit d'édition, soit d'hébergement, et d'autre part qui est également intervient sur le référencement vis-à-vis du public et intervient dans le lien vis-à-vis du public. Il peut y avoir, lorsqu'elle est dominante notamment, des envies d'auto-préférence. Donc ça, c'est très clairement identifié à la fois ex post par des autorités de concurrence et notamment la DG Comp et ex ante, puisque c'est une prohibition qui existe dans la directive, le règlement sur le marché numérique DMA. Donc ça, c'est une réponse, ça n'est pas la seule. On est en train, à l'ARCOM, d'adopter une régulation qui s'intéresse justement à la présentation des contenus pour avoir une meilleure effectivité du pluralisme externe. Mais là, je vous parle des contenus audiovisuels. C'est en route. On a obtenu le go de la Commission à cet égard, parce qu'on est dans le domaine coordonné, un peu délicat, où il faut aussi faire attention à la réglementation du principe d'origine. Mais voilà. Donc, on avance, j'allais dire, sur une meilleure présentation qui ne soit pas biaisée dans le cadre d'une économie conglomérale ou à la faveur de terminaux. Mais on voit bien que le choix est aussi d'agir sur le choix même du public précisément. Et là, c'est véritablement toute la question de la transparence. La transparence des offres pour le public pour mieux éclairer son choix. C'est là aussi le nœud. Alors on voit bien que ça a été réglé, en tout cas abordé par l'IA Act, qui permet qui utilise d'ailleurs cette manière. Donc la propriété intellectuelle est utilisée à cet égard pour permettre au public de connaître exactement devant quel type de contenu il est. Est-ce qu'il s'agit d'un contenu artificiel ou est-ce qu'il s'agit d'un contenu humain? Et on voit bien que là, la dimension des droits d'auteur prend toute une autre. C'est pas juste une question de rémunération, c'est aussi une question de protection du public et qui permet justement d'accroître ces possibilités de transparence pour savoir exactement ce que le public est en train de choisir. Il y a d'autres idées dans l'IA Act, comme le marquage, l'étiquetage de contenu qui sont générés synthétiquement par l'IA. Donc tout ça, c'est évidemment la voie centrale lorsque l'on commence à parler de décision et d'éclairage de choix du public ou encore une fois du citoyen, du consommateur. Voilà, je vous remercie. Merci Juliette, qui finit pile à temps. Peut-être juste pour rebondir un peu sur deux interventions, donc tout ce qui est droit voisin, Juliette, là, on a bien parlé de tout ce qui est reprise de contenu. Il y a une grande saga à l'autorité de la concurrence, donc 4 décisions en 4 ans, dont la dernière en début d'année, et se pose énormément de questions sur l'amélioration des données, notamment pour savoir si l'exception text and data mining dans l'EU Copyright Law prenait en compte les données pour le pré-entraînement des modèles ou pas. Et donc il y a énormément de débats juridiques, il y a des missions notamment missionnées par la ministre de la Culture sur cette question de la rémunération des données, et on voit les nombreux procès aux États-Unis. Donc voilà, c'est un sujet dont je pense on va reparler dans les prochaines années. Et pour rebondir sur l'intervention de Xavier, déjà on voit que des fois il n'y a pas besoin des algorithmes pour avoir des prix très hauts. On a eu un très bon exemple avec les JO et Airbnb où tout le monde a voulu mettre un prix excessif ces logements et du coup ils n'ont pas du tout réalisé les gains qu'ils espéraient. Si le sujet des ententes algorithmiques vous intéresse, je vous invite à aller lire l'étude conjointe que l'autorité avait réalisée avec le Bundeskartellamt, donc c'est l'autorité allemande sur le sujet en 2019, où on présentait les 3 cas d'usage principalement de collision algorithmique. Le premier, où en fait l'algorithme sert plutôt de support à un accord qui est déjà noué entre des humains. Le deuxième, où c'est un processus de hub and spoke, donc en étoile, où plusieurs personnes en fait vont réaliser l'entente via l'utilisation d'un algorithme commun. Et le troisième, c'est la collusion tacite, l'évolution parallèle des prix, où les algorithmes apprennent eux-mêmes à converger vers un équilibre supra-concurrentiel. Et sur le deuxième cas, donc c'est très bien parce qu'au moment où on a commencé à préparer ce séminaire en juin, on n'avait pas d'exemple concret. Et maintenant qu'on arrive en septembre, on a enfin un exemple concret de Hub and Spoke. Donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, donc c'est le cas RealPage aux États-Unis. Donc c'est une plainte du DOJ et de 8 États américains sur les bases des sections 1 et 2 du Sherman Act. Et pour présenter très brièvement donc cette affaire qui est en cours, RealPage en fait est une société qui propose à des propriétaires d'utiliser son algorithme de pricing pour optimiser le prix de la location de leurs biens.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il utilisait les données un peu de tous les propriétaires qu'il avait dans la zone. Et sur certaines zones, il pouvait avoir jusqu'à 90% des données des biens. Et il les utilisait dans son algorithme pour en fait proposer un prix supraconcurrentiel. Et on voit dans les extraits de la plainte qu'apparemment, en fait, dans les messages commerciaux, on voyait qu'il incitait les propriétaires en disant mais ce n'est pas utile de se faire une guerre des prix, utilisez notre algorithme, comme ça vous pourrez maximiser au mieux votre profit. Donc à voir comment cela se poursuit. Donc la plainte est en cours, mais en tout cas c'est un très bel exemple, un premier, de collusion algorithmique qui est regardé de près par le législateur. Et donc il nous reste maintenant une demi-heure de questions du public. Il y a un micro qui va circuler, donc après, voilà, levez la main. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, Monsieur Blanc, je suis secrétaire national à la transition économique à la CFE-CGC et je suis membre du partenariat mondial de l'IA. Donc merci pour cette présentation très intéressante. Je ne reviendrai pas sur les enjeux sociaux, peut-être que vous m'inviterez dans une autre session pour en discuter. Par contre, je voulais revenir sur sur deux logiques, en fait. Les droits d'auteur, je pense qu'ils sont fondamentaux. Vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que quand le New York Times, par exemple, interroge ChatGPT et que finalement l'article est recraché à 80%, est-ce qu'on ne considère pas que c'est de la prédation? Enfin, est-ce qu'à un moment, voilà, vous en avez parlé un petit peu, mais j'aimerais bien revenir là-dessus parce que c'est une captation, c'est vraiment une prédation au sens où les pré-entraînements se font, il y a un côté opaque, mais vraiment prédation. Donc comment vous voyez ça en termes de concurrence? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était sur les prix. On parlait tout à l'heure des prix. La logique des prix personnalisés. Je voulais voir avec vous, les algorithmes, on voit bien que l'enjeu du marketing, c'est aussi de personnaliser les prix. Finalement, il y a un prix qui va m'être donné parce qu'un environnement vous voyez ce que je veux dire, socio-économique, etc. Est-ce que finalement ça n'interroge pas aussi la question économique au sens microéconomie finalement, parce que là, c'est plus des visions macroéconomiques, et comment on le pense en termes, comment un économie justement appréhende ces questions-là, et parce qu'il y a aussi des enjeux, je pense, de concurrence et d'asymétrie. Voilà, merci. Peut-être sur le premier point, et après je laisse répondre Xavier, mais sur tout ce qui est les données de pré-entraînement, c'est des questions très complexes. On voit notamment que lorsque le New York Times arrive à récupérer un article, en fait, c'est parce qu'il a injecté dans le prompt la moitié ou les 2 tiers de l'article. Donc en fait, il a déjà l'article, il en donne les 2 tiers pour récupérer le tiers. Et comme un modèle de langage, son but, c'est de prédire la suite la plus probable à partir du prompt, qu'on lui a déjà donné 2 tiers, comme il l'a vu dans son entraînement, il va comprendre qu'en fait, on lui demande l'article, d'une certaine manière. Mais si on lui avait juste demandé avec un prompt beaucoup plus court, il n'aurait jamais été en mesure de reproduire l'article. Donc ça, c'est plus sur la méthodologie qu'il est utilisée. Mais après, on est vraiment dans une sorte de flou. Quand l'exception TDM a été imaginée, personne n'avait l'IA générative en tête. Et donc, on a maintenant des gens qui disent, les développeurs de modèles, pour faire très simple, qui disent, mais bien entendu, on est compris dans cette exception TDM. Et à l'autre bout, les éditeurs et les auteurs qui disent mais non, pas du tout. Et donc là se pose une grande question qui, c'est mon avis personnel, ne sera résolue que lorsqu'on mettra au clair la législation. Sur la deuxième partie, Xavier. Ouais, peut-être même sur la première question, effectivement, cette histoire de droit voisin et puis de captation. Je pense, pour rebondir un petit peu sur le dernier propos sur l'explicabilité, je crois que c'est aussi un peu une stratégie de OpenAI pour de vous ressortir le texte sans vous dire d'où il vient. C'est-à-dire quand Yann Lequin avait été interviewé sur la question, pourquoi est-ce que vous ne donnez pas vos sources quand vous sortez un résultat, sa réponse a été, sinon on va se prendre des poursuites en justice dans tous les sens, donc on ne le fait pas. Et donc là, on revient un peu sur ce manque d'explicabilité un petit peu stratégique quand même de ces acteurs qui visent du coup aussi à cacher les traces et à cacher la responsabilité. Pour la deuxième question, effectivement, sur la discrimination par les prix, on ne l'a pas appuyé, effectivement. Alors, la discrimination par les prix, ça a toujours existé chez les humains. Il y a les discriminations, donc, premier, deuxième, troisième degré. Soit on peut discriminer par rapport à un groupe ou carrément discriminer, c'est-à-dire de faire du prix personnalisé pour chaque personne. La raison pour laquelle on ne s'en inquiétait pas tant jusqu'à présent, c'est que faire vraiment des prix personnalisés pour chaque personne, c'était très difficile avant l'ère de l'Internet. Là, effectivement, maintenant, sur Internet, on nous suit, on voit exactement ce qu'on a consommé ces 5 dernières années, on connaît parfaitement nos habitudes. Effectivement, les algorithmes sont capables de faire de la discrimination qu'on appelle du 3e degré, c'est-à-dire vraiment à faire payer à chacun sa propension à payer. Alors,
En général, mais la réponse ne va pas vous plaire, hein, en général, la discrimination du 3e degré, ça ne crée pas des inefficacités. Hein, c'est plutôt efficace, c'est-à-dire que les échanges ils vont advenir parce qu'on va mettre le prix, on va vous faire payer tout juste ce que vous voulez payer. Donc d'un point de vue purement marché, on est à peu près bon. Effectivement, là où vous m'avez vu venir, le problème, c'est que la répartition de la rente, hein, de la richesse créée, évidemment, elle va dans la poche du vendeur et non plus comme avant, et donc une situation un peu plus répartie entre l'acheteur et le vendeur. Donc effectivement, avec l'IA, la question elle devient beaucoup plus prégnante que précédemment. Effectivement, des mouvements, je sais pas d'ailleurs s'il y a des mouvements régulatoires forts pour éviter ça. Pour l'instant, effectivement, on est un peu peut-être dans le Far West initial où on se fait tracer à l'outrance, ce qui poserait effectivement des problèmes sociétaux un jour ou l'autre. Il y a des belles illustrations, on peut aussi contourner ce traçage parce qu'on voit que Internet qui permet d'accéder à des produits partout dans le monde, on peut avoir une tarification différenciée suivant le pays où votre IP est localisé. Notamment, par exemple, si vous voulez souscrire un abonnement au NBA League Pass, ça dépend du pays où vous êtes. Et si vous prenez un VPN qui vous localise dans un pays très pauvre, le prix que vous allez pouvoir payer va être beaucoup plus faible que si vous êtes localisé aux États-Unis ou en France. Donc il y a des stratégies aussi de contournement de la part du consommateur. Et ça peut être risqué de la part de l'entreprise de mettre ça en œuvre, parce que si le consommateur s'en rend compte, vous allez avoir une perte de confiance en tant que vendeur. Bonjour, merci pour ce passionnant exposé. Je suis Gilmar Sekar-Martins de Stratégie et Info Social RH. Alors j'ai 2 questions pour chacun des 2 intervenants. La première pour Juliette Théry, concernant cette réglementation que vous préparez sur les présentations des contenus. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quels leviers ou quels critères vous comptez mettre en œuvre pour améliorer cette présentation ? Et puis ensuite, une question pour Xavier Lambin sur la question des biais dans les RH. Vous aviez indiqué que les meilleurs algorithmes sont les plus opaques. Dès lors, en termes de RH, la sélection des meilleurs candidats, comment s'assurer qu'elle sera exempte de biais? Merci à vous. Oui, alors merci de poser la question sur cette régulation. En fait, l'origine est assez intéressante parce qu'il s'agit de défendre, je l'ai dit, le pluralisme externe. Alors, à l'origine, le débat politique était véritablement lié à la présentation des télécoms et des télécommandes et au bouton Netflix qui était sur les télécommandes. Voilà. Tout ça, après discussion avec le Parlement européen, la Commission en trilogue, etc., a permis d'introduire, de faire évoluer la notion du pluralisme. Jusqu'à présent, le pluralisme externe, c'est le fait d'avoir différentes offres de médias. Maintenant, le pluralisme est aussi concerné par l'échelon intermédiaire de la distribution et de la présentation. C'est-à-dire qu'on a considéré que donc les différents biais qu'on a expliqués ce matin obéraient la mise en œuvre, encore une fois, du pluralisme. Donc ça, c'est déjà une nouveauté. Et ça a été, encore une fois, reconnu dans la directive SMA, modifiée en 2018. Et il revenait, alors sans cependant remettre en cause le pays d'origine. Donc, encore une fois, il faut qu'on compose avec ce domaine coordonné du droit européen. Mais ce que nous, on demande maintenant, c'est à la fois aux éditeurs, aux acteurs, distributeurs, tout intervenant dans la capacité de distribution et de présentation des services de médias audiovisuels qu'on considère comme d'intérêt général. Les services d'intérêt général, pour nous, c'est la TNT. On n'a pas voulu faire, j'allais dire, dans le détail avec chaque offre éditoriale. On a estimé que la procédure d'appel à concurrence était suffisamment exigeante en elle-même et ça nous permettait vraiment de sélectionner. Donc les services de la TNT bénéficient de cette présentation. Et à l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur les écrans Samsung, sur les écrans, sur l'intégralité des écrans, y compris d'ailleurs aussi Siri. On a vraiment une... eh bien, il y a une obligation de présentation non discriminatoire de ces services non discriminatoires, c'est-à-dire que si vous avez un gros écran Amazon, YouTube, etc., eh bien,
l'ensemble des services, mais ça reste en discussion avec les éditeurs, devrait avoir une application commune pour ensuite entrer dans l'univers média audiovisuel. Voilà, donc c'est de ça dont on parle. On n'est pas. Alors, la régulation fait également référence au contenu, mais on est en discussion donc sur les capacités, les contraintes technologiques des acteurs pour y répondre. Oui, et concernant la deuxième question, donc sur donc l'application, enfin, comment se battre contre les biais, notamment dans les algorithmes de RH. Bon, j'aimerais bien avoir la réponse. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques cas, effectivement, où, donc, par exemple, je vais citer le cas de HireVue. C'était une start-up dans les années 2018-2019 qui proposait de faire les interviews à la place du service RH, c'est-à-dire qu'on posait des questions et ensuite le candidat était devant son ordinateur et répondait à la question. Alors évidemment, il y allait y avoir une analyse de la pertinence de la réponse, mais il y allait aussi y avoir toute une analyse de la constance vocale, des expressions faciales pour voir si la personne avait du charisme, était agréable ou arrivait à communiquer clairement ses idées. Donc c'était très tentant, c'est très vendeur quand même comme idée de réussir à faire gagner des milliers d'heures de temps de travail du service RH à une entreprise comme Amazon par exemple. L'embêtant, c'est qu'on s'est aperçu effectivement que l'algorithme a été très probablement biaisé envers les minorités ethniques en particulier dans le cas de HireVue. Alors, dès lors, que faire? Alors, il y a une solution qui serait simple, et notamment ça marche que dans le cas où la donnée d'entrée elle est dense, c'est-à-dire si vous avez un tableur Excel avec juste les caractéristiques de la personne, dont une colonne qui s'appelle genre ou ethnicité, et qui indique l'ethnicité, on peut retirer cette colonne Excel et espérer que l'algorithme n'ait pas de proxy dans le reste des données pour reconstruire la donnée problématique, la donnée qui est donc dite protégée. L'embêtant, c'est que l'IA, elle n'est pas là pour faire des petites régressions sur des petits samples. Hein. Elle est là pour justement faire de la vidéo, des choses beaucoup plus complexes où l'information n'est pas dense du tout. Okay, donc on ne peut pas vraiment faire ça. Dans le cas de HireVue, on ne peut pas, pour essayer d'ausculter ce que fait l'algorithme, on ne peut pas juste lui donner des vidéos de candidats d'une certaine ethnicité et ensuite changer l'ethnicité de la même personne. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire techniquement. Mettre une photo en noir et blanc, ce n'est pas du tout suffisant. Et du coup, effectivement, dans ce cas HireVue, comme d'ailleurs dans un cas précédent de Amazon, qui est un des plus grands employeurs aux États-Unis, qui avait aussi systématisé quelques années auparavant son processus d'embauche, la décision qui a été prise, c'était simplement de débrancher l'algorithme en question. On n'a pas trouvé de vraie solution. Donc ça, c'est dû effectivement au manque d'explicabilité de ces algorithmes. On sait qu'ils sont performants, ils sont relativement bons, mais dans leur fonction objectif, il n'y a pas forcément spécialement la notion d'équité qu'il va falloir définir d'ailleurs par un humain, etc. Et du coup, il est possible qu'il y ait des biais qui apparaissent. Et dans ces cas-là, on a réussi au moins à les identifier et à donc interdire à l'algorithme de se mettre en place pour de vrai. Mais il est possible effectivement qu'il y ait d'autres biais un peu plus sioux, un peu moins visibles, qui passent au travers des mailles du filet. Donc c'est pour ça que je pense qu'on a déjà quelques efforts dans cette direction. Je pense que l'explicabilité des algorithmes devient de plus en plus importante, surtout pour des choix aussi importants qu'effectivement un emploi ou des promotions ou l'attribution de crédits. C'est une thématique qui est très très vive aux États-Unis. Donc là où il peut y avoir des impacts sociétaux et personnels assez forts, je pense qu'on est en droit de demander plus d'explicabilité. Donc il y a déjà eu des pas dans cette direction. La RGPD a été déjà fait quelques pas dans cette direction. Le AI Act, effectivement, demande, en tout cas pour les décisions à fort impact, elle requiert aux entreprises d'expliquer comment l'algorithme est arrivé à telle ou telle décision. Je pense que c'est la bonne direction, mais on est encore très loin de l'optimum, je pense. Oui, bonjour, Isabelle Contreras de Contexte. Moi, je me demandais pour Juliette Théry, quelles seront les nouvelles attributions de l'ARCOM en matière de gouvernance. Je ne sais pas si par exemple l'ARCOM aura des nouveaux moyens pour contrôler les marquages des IA. Là, je parle spécifiquement de l'IA. Il y a des discussions interministérielles. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus. Bon, vous le savez, on est compétent en matière de droit d'auteur à deux titres. D'abord pour des dispositions générales où on est tout à fait fondé à vérifier si les contenus qui sont édités, sélectionnés ont bien respecté les droits d'auteur. Donc ça, c'est vraiment une disposition très générale. Et une autre renforcement plus récente
qui, enfin là c'est vraiment un peu détaillé, mais qui nous permettent, sur l'exception culturelle, les contenus qui sont proposés par les éditeurs, s'ils ne respectent pas, si ces contenus ne respectent pas les droits d'auteur, on peut estimer que ça ne répond pas aux objectifs d'exception culturelle. Donc ça, c'est beaucoup plus récent, c'est plus précis. Pour le moment, on n'a jamais été confronté à la question. À la limite, on pourrait envisager, sous le chapeau général droit d'auteur, de considérer qu'il y a peut-être un sujet, mais on n'a vraiment pas amorcé l'ombre d'une réflexion là-dessus et sur ces possibilités d'interprétation de la disposition de la loi 86, quoi. Donc, joker. Bonjour, Valérie Laure-Benabou, je suis professeure de droit à l'Université de Paris-Saclay. Une observation sur les droits d'auteur et le prix et le text and data mining. C'est vrai que probablement qu'en 2017, on n'a pas pensé à l'intelligence artificielle générative générant des contenus équivalents à des œuvres, mais générant des résultats et des services, oui. Donc c'est là peut-être qu'il y a une différence à faire, parce que utiliser un article du Monde pour aider à, je ne sais pas moi, à la localisation des fermes qui produisent du fromage de chèvre, c'est pas du tout la même chose que de reproduire l'article du Monde. Donc le prix, malheureusement, de ce que vaut l'input par rapport à l'output, comme les marchés des outputs ne sont pas les mêmes que le marché de l'input, c'est très compliqué à fixer. Juste une observation, enfin c'est une observation, mais c'est une question, c'est comment est-ce que vous prenez en considération le défi énergétique dans la fixation des prix d'utilisation de l'intelligence artificielle? Parce que vous avez très justement dit qu'on avait besoin de données, qu'on avait besoin de data centers, qu'on avait besoin de puissance de calcul. Et on a l'impression que les externalités négatives en termes d'environnement, elles ne sont jamais prises en considération dans la fixation du prix et dans la rentabilité de ces modèles. Voilà. Effectivement, tout ce qui est externalité, tant positive que négative, n'est pas forcément appréhendé par le processus concurrentiel. C'est-à-dire que le processus concurrentiel, il a abouti à un équilibre lorsque les entreprises en fait essayent de maximiser leurs contraintes internes et toutes les contraintes qu'elles ont en interne. C'est pour ça que souvent, tout ce qui était notamment pollution, qui est la plus bel exemple d'externalité négative, sont intégrés dans le processus concurrentiel, notamment le prix avec des quotas à payer. Donc ça permet souvent de faire un trade-off pour l'entreprise entre est-ce que j'ai un processus polluant et du coup je vais payer très cher, ça va augmenter mes coûts de production, mais ça va peut-être me laisser le temps d'avoir un processus moins polluant, et les autres qui ont un processus moins polluant mais qui est plus cher, mais qui du coup bénéficient parce qu'ils n'ont pas besoin de payer ces quotas. Donc c'est vrai que l'IA générative demande énormément de puissance de calcul et derrière demande énormément d'énergie. C'est notamment de l'énergie électrique. On voit d'ailleurs que Microsoft, qui est un des fournisseurs de cloud, est rentré dans des partenariats avec des fabricants de centrales nucléaires pour pouvoir sécuriser un approvisionnement en énergie qui est bas carbone. Et donc, d'une part, oui, ça coûte beaucoup en électricité, mais il faut voir est-ce qu'il y a des gains d'efficacité. Donc, à l'heure actuelle, c'est très coûteux, mais est-ce que l'innovation va s'améliorer? Et d'autre part, cette énergie, est-ce qu'elle est polluante ou est-ce qu'elle est décarbonée, voire est-ce qu'elle vient aussi d'énergie renouvelable? Et donc, c'est des questions différentes qui, à mon avis, ne vont pas être appréhendées par le champ de la concurrence, même si maintenant la nouvelle vice-présidente à la Commission européenne a dans son portefeuille une concurrence juste, écologique et équitable. Merci, je suis René Sèvres, je dirige une revue chez Dalloz. J'ai une question pour les deux régulateurs. C'est l'utilisation de l'IA par les régulateurs. Par exemple, pour observer plus efficacement les prix sur un champ plus vaste, ou bien pour observer le pluralisme sur un champ plus profond. Plus subtil, comment ça va se passer, enfin, comment ça se passe, comment vous souhaitez que ça se passe? Alors, moi je vais parler pour l'autorité de la concurrence, vu qu'à mon service, donc on a à la fois une casquette où on est au support de l'instruction pour toutes les problématiques un peu liées au numérique, mais aussi on a une casquette mise en œuvre des outils numériques pour améliorer le travail
travail de nos rapporteurs. Donc on a fait beaucoup, notamment en développant des algorithmes sans intelligence artificielle au départ. Et là, on teste énormément et ça marche très bien en fait. c'est très utile et c'est ce qui, moi, me fait penser que l'IA, notamment l'IA générative, est la prochaine vraie révolution. Moi, j'ai pris mon poste en 2020 et comme je le rappelle, il y avait 2 autres révolutions qui étaient censées tout bouleverser. C'était la blockchain et le métavers. Mais nous, on n'en avait jamais aucun usage concret dans notre vie de travail, alors que là, l'IA générative, on voit déjà que ça nous rend beaucoup de services. On a notamment utilisé l'API de Gemini, donc de Google, pour aller identifier des informations clés dans certains documents et ça marche très bien. On lui donne ce document, on lui dit de quelle entreprise ça parle et de quel sujet, et ça vous fait une synthèse, un résumé. C'est un gain de temps exceptionnel. Et donc maintenant, il y a un passage à l'échelle qui va demander beaucoup de travail, beaucoup de coordination. Et d'ailleurs, il y a un groupe de travail autorité administrative, autorité publique indépendante, donc AI, API, dont l'ADLC et l'ARCOM font partie. Pour nous, on n'est pas à ce niveau pour une raison aussi simple, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes pouvoirs d'enquête et donc on n'est pas amené à saisir des milliers de documents, d'informations. Donc c'est pas comme ça qu'on travaille. Donc du coup, l'incitation est différente pour l'ARCOM. Mais évidemment, on y pense aussi, mais pour d'autres applications, notamment sur les contenus qui sont diffusés par les différents éditeurs qui sont soumis à notre régulation. Mais On a très envie d'aller déjeuner. Du coup, il me tient à remercier donc, les 2 intervenants, Xavier et Juliette. Et voilà, l'IA ne s'arrête pas, il y a énormément de travaux. Et puis le prochain grand rendez-vous, comme on l'avait dit, c'est vraiment l'IA Summit en début 2025 en France. Et merci à tout le monde.